Le premier moment, l'extraction de la surface, moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il part de l'immobilité et sans aucun artifice, sans une palme au pied, sans le droit de se tracter le long du câble, on transforme cette immobilité en mouvement simplement avec ses bras et ses jambes. Et on s'accroche littéralement sur la masse d'eau pour pouvoir la prendre, la mettre derrière, en reprendre une autre et la remettre derrière pour pouvoir en fait avancer. Et au fur et à mesure que le mouvement s'installe, il devient de plus en plus efficace et puis la fluidité s'installe et ça nous permet de rejoindre notamment le fameux gap où la flottabilité devient négative et ça devient de plus en plus facile. Et derrière se met en place bien évidemment le free fall, le fameux chute libre. Je me suis retrouvé emprisonné entre deux baleines à bosse avec moins de 10 mètres entre les deux à pas pouvoir bouger. Et parce qu'elle remontait à la surface comme ça, on dit une des principales règles, c'est pas d'être au-dessus du banc de hareng parce que les baleines vont en dessous et vont les avaler. Et parfois, le banc de hareng, il bouge et puis on reste à la périphérie et puis d'un seul coup, on se retrouve au-dessus. Et malheureusement, quand c'est le même moment que les baleines remontent, des fois, c'est pas évident, même si on respecte les règles. Bonjour et bienvenue sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je suis Anne B et je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec tes oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, d'avance je te dis merci. Morgan Bourkis est un homme qui fait les choses à moitié, puisqu'il n'est qu'à moitié belge, Morgan. Tu étais pourtant si bien parti. Mais pour le reste, il est plutôt du genre à surperformer, puisqu'il est triple champion du monde d'apnée en poids constant sans palme, cette branche de la discipline où l'on descend et remonte à la brasse. Aucun artifice, juste son corps et son mental comme outil pour s'enfoncer dans le grand bleu et revenir avec la clarté d'esprit nécessaire pour réaliser en compétition le protocole de surface, dont le fameux « I'm OK » qui doit être énoncé clairement dans les 15 secondes du retour à l'air libre, sous peine de voir sa performance disqualifiée. Coach respecté, plongeur engagé, ce Marseillais d'adoption est ambassadeur de plusieurs associations de protection des océans. Dans cette discussion, Morgan Bourkis revient sur son parcours, ses titres, les challenges. On parle technique bien sûr, je rassure ceux qui sont là pour en apprendre un peu plus sur l'apnée de la bouche d'un top athlète, mais également de ces moments suspendus dans cet autre univers, car l'apnée est un voyage intérieur qui peut mener fort loin. On ne construit pas une saison 9 sans alliés, mes sponsors m'honorent par leur soutien. 2 petits messages pour eux, et puis place à l'épisode. Le local, ça vous parle ? Les particuliers et les PME sont ceux qui font vivre la partie la plus importante de notre économie. L'économie locale et de proximité. La banque CPH le sait, c'est leur ADN. Sa raison d'être, c'est l'écoute des projets des entrepreneurs et des familles pour contribuer à leur réussite et avancer ensemble. CPH, une banque à taille humaine et engagée. C'est pour cela que je suis si honorée de leur soutien à ce podcast. Banque CPH, réussir ensemble. L'aventure, ce n'est pas qu'une question de distance ou de difficulté, c'est un état d'esprit et ça, mon partenaire Ice Adventure l'a bien compris. Que vous soyez randonneur chevronné, campeur du dimanche ou explorateur urbain, chaque pas hors de votre routine est une aventure. Ice Adventure vous accompagne en magasin comme sur son site web avec du matériel de qualité, des conseils de vrais experts et une même conviction, l'aventure est partout. Ice Adventure, l'adventure is everywhere. Morgan Bourkis est un sportif professionnel, triple champion du monde de plongée en apnée, partageant sa vie entre compétition et expédition. Tu es spécialisé dans l'apnée en poids constant sans palme, donc des résultats moins impressionnants que les profondeurs atteintes avec palme évidemment, mais pour les puristes, la plus belle des disciplines dont on a parlé récemment dans un podcast avec quelqu'un d'adorable, et je pense que tu ne me contrediras pas, Marine Simonis, que tu coaches, je crois. Oui, c'est exact. Voilà, tu as entraîné Arnaud Gérald aussi, je pense. Alors, j'ai plutôt collaboré avec Arnaud Gérald sur certaines choses, mais il se débrouille très très bien tout seul. Par contre, effectivement, sur cette nouvelle année, on va peut-être faire 2-3 petites choses ensemble pour sa préparation. Oui. Ah d'accord, parce que je voyais que tu es en train de demander quelques conseils en bord de piscine dans une petite vidéo, donc je me dis, Il y a effectivement un petit accompagnement, oui. Toi, ton record, est-ce que c'est toujours 91 pour les Belges? Mais tu sais, moi je suis moitié belge, hein. Je suis moitié belge, mais oui, donc je sais très bien ce que veut dire 91.
Ah voilà, mais c'est pour ça que t'as un homme bien comme ça. Donc, 91, c'est déjà pas mal ça quand même. Je ne sais pas quel est le record absolu à l'heure actuelle. Alors, c'est toujours 102 mètres par William Trowbridge, mais effectivement, ça reste ma performance absolue, on va dire. Et je crois que ça doit être encore en termes de sur les personnes les plus profondes dans cette activité-là, c'est peut-être je suis peut-être le 4e encore, malgré que je suis maintenant retraité de la compétition aussi. Oui, voilà. Oui, mais écoute, en tout cas, c'est bien mieux que ce que je n'ai jamais fait, puisque moi, il faudrait que je mesure la profondeur de ma baignoire, mais j'en suis toujours là. Je vais peut-être commencer directement par les questions de mes petites filles, parce que ça démarre bien, elles ont vraiment des questions d'introduction. Là, on va commencer par Amandine, 10 ans. À quel âge as-tu commencé? Alors, j'ai commencé l'apnée en 1999, j'avais alors 21 ans. J'ai commencé l'apnée sportive à cette période-là. Par contre, lorsque j'étais enfant, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, Méditerranée notamment, j'avais cette chance-là. Et Oui, ce parce qui que tu es fait de que... Tours, toi, c'est ça. Exactement, je suis du centre de la France et pendant ces congés estivaux, l'été, j'avais la chance d'aller beaucoup en Méditerranée, sur les pays qui bordent cette mer intérieure, les îles également. Et du coup, je commençais à cette époque-là avec PMT, à aller me balader dans les profondeurs de la Méditerranée, à quelques mètres sous la surface, à chasser un petit peu aussi. Donc on va dire que j'ai commencé véritablement à faire de l'apnée sans savoir ce que c'était exactement à 7-8 ans. Et j'ai vraiment commencé cette activité de manière sportive telle qu'on la pratique aujourd'hui à 21 ans lorsque j'étais étudiant. Voilà, et tu n'avais pas commencé spécialement. C'était pas aussi pour étudier les phénomènes d'adaptation physiologique que tu avais commencé? Alors tu connais très bien mon CV du coup. J'ai préparé un petit peu quand même, hein, c'est le but, Alors, oui. par respect. J'ai d'abord commencé cette activité-là parce que j'étais à la faculté des sciences du sport et après 12 ans de pratique de basketball, donc très différent, sport très urbain, jusqu'à un haut niveau jeune, j'ai eu envie vraiment de tourner la page et de revenir un peu aussi aux activités aquatiques. Pourquoi? Parce que moi j'avais fait beaucoup de natation jeune aussi, et puis j'avais voilà ces vacances l'été et ces immersions en Méditerranée qui m'ont beaucoup marqué, à tel point aussi que j'ai fait un peu de plongée sous-marine en tant qu'adolescent lorsque je ne partais plus en vacances avec mes parents. Et j'ai eu vraiment envie un peu de retourner aux activités aquatiques. Beaucoup de natation à la faculté des sciences du sport, donc il faut retourner en piscine. Et l'envie tout simplement de replonger. Et j'ai eu la chance qu'il y ait un club d'apnée, de plongée d'abord, mais qui avait une petite section apnée à Poitiers, toujours dans le centre de la France, pas très loin de la Touraine, pendant mes études à la faculté des sciences du sport, et j'ai commencé à faire ces longueurs. Ça m'a beaucoup plu. On était encadré par un vieux monsieur et qui nous prodiguait son savoir, et ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'en faire un sujet d'étude et de travailler pendant quelques années sur la physiologie cardiovasculaire de l'homme en apnée. Voilà. Donc tu vas pouvoir nous expliquer plein de choses sur les adaptations quand on retrouve C'est marrant que le corps a encore des réflexes de mammifères marins quelque part, hein. C'est absolument C'est fascinant. exactement les mêmes réflexes que les mammifères marins, moins performants bien sûr, parce que nous ne sommes pas des mammifères marins, mais par contre Nous ne sommes tout ce qui va être, nous ne sommes plus, mais tout ce qui va être bradycardie, donc chute du rythme cardiaque, la vasoconstriction périphérique et plein d'autres adaptations aussi existent chez nous et nous permettent de retenir notre souffle pendant quelques minutes pour les plus chanceux. Tu n'as jamais fait simplement mettre sa tête sous l'eau et rester le plus longtemps aussi? Oh si, j'ai fait toutes les disciplines pendant ma carrière. Si. Alors j'étais pas du tout un spécialiste de l'apnée statique comme on l'appelle. Moi j'ai un record à 7 minutes 30, ce qui est dans le monde de l'apnée tout à fait raisonnable, d'accord. C'est pas du tout ma spécialité. Alors je dis bien dans le monde de l'apnée, voilà. C'est un chiffre tout à fait, je dirais banal, et en plus j'étais pas capable de le refaire tout le temps. Et c'est vraiment une discipline qui reste la base de la plonge en apnée, mais qui n'était pas ma tasse de thé. Tu as trouvé ton bonheur dans le poids constant sans palme alors. Exactement. Alors j'ai une question de Valentine. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir champion d'apnée? Alors comment est-ce que tu en es arrivé à vouloir faire de la compétition? Et oui, parce que on va dire que je suis devenu champion en apnée, et malgré moi, je n'étais pas programmé pour faire ça particulièrement. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire de la compétition? Alors oui, j'ai toujours fait de la compétition dans les sports que j'ai pratiqués, que ce soit en natation, en basket. Ce sont les 2 sports majeurs que j'ai pratiqués dans ma vie. J'ai fait peu de sport au final, mais à chaque fois, ça a été pendant 7-8 ans, 10-12 ans. Donc, à chaque fois, c'était du coup de pratiquer de manière assez intensive en étant jeune. Et la compétition a toujours fait partie de ma vie.
Lorsque j'étais basketteur, j'ai notamment intégré des centres d'entraînement régionaux de haut niveau en France, où on avait vraiment des horaires aménagés par rapport à l'école. C'était pas du tout des sports-études, c'était encore, je dirais, un niveau au-dessus qui était un petit peu les étapes précédentes, les rentrées dans des centres de formation des grands clubs. Donc j'ai toujours pratiqué le sport de manière intense et à haut niveau. Et quand j'ai commencé l'apnée, la compétition s'est aussi imposée à moi de manière assez naturelle, rapidement, les premières années. Je crois que je commence en l'an 2000, du coup, alors je commence en 99 et puis j'arrive à Marseille en l'an 2000. Et en 2001, je fais ma première compétition. Alors notre club à Marseille était l'organisateur aussi de cette compétition. Et je participais aussi. Faut savoir qu'à l'époque, on était encore aux prémices de l'apnée. On était une douzaine de compétiteurs entre Marseillais et Niçois. C'était vraiment la première chose officielle qui se passait à Marseille. Il y en aura d'autres après. Et la compétition s'est faite progressivement. En 2003, je faisais ma première compétition internationale. Et en 2005, j'avais ma première sélection de l'équipe de France AIDA. Donc, c'est arrivé progressivement. Après, pour répondre à ta fille, le fait de vouloir devenir, entre guillemets, champion d'apnée. C'est quoi ton métier? Je suis champion d'apnée. Ça veut tout dire et pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire le fait de vouloir tenter de vivre grâce à sa pratique sportive. C'est arrivé au fur et à mesure. Et si j'ai commencé l'apnée en 99, une première sélection en équipe de France en 2005, un premier titre de champion du monde en 2008, ce n'est qu'en fin 2014 que je commencerai à devenir professionnel, enfin semi-professionnel dans un premier temps, puis professionnel l'année d'après. Donc il y aura quand même eu pas mal d'années dans lesquelles j'ai pratiqué cette activité, j'étais salarié à côté, donc c'était quand même très compliqué, surtout quand on est engagé dans une démarche de haut niveau avec toutes les heures que cela demande. Je pense qu'il y en a beaucoup autour de toi qui t'en parlent, du fait que... Oui, tout à fait, bien sûr. Et donc, ça m'aura pris du temps pour être champion d'apnée. Voilà. Oui, super, merci pour elle. Est-ce que tu veux bien nous faire une petite visite guidée d'une journée d'entraînement avec descente, parce qu'évidemment, il y a l'entraînement en piscine, tu fais pas juste descendre jusqu'à plus soif, c'est le cas de le dire. Donc, comment ça se passe une journée quand tu vas te préparer des descentes parce que c'est vrai qu'on voit toujours un peu le grand bleu, l'apnée, la méditation, voire ou yoga. Enfin, toi, tu fais des étirements, t'aimes beaucoup le yoga, mais t'as dit que c'était pas un indispensable, c'est un outil parmi d'autres, donc... Exactement. En fait, l'apnée et le yoga ont toujours fait bon ménage de l'époque aussi du Grand Bleu. Ce qui se passe dans ce film de Luc Besson entre Mayol et Majorcas, c'est une romance, bien évidemment, mais ça retrace quand même une époque de pionniers. Et Jacques Mayol était un fervent adepte du yoga. Donc, ça s'est toujours, un peu poursuivi, je dirais, parce que dans le yoga, tout ce qui va être étirement, travail de la flexibilité thoracique et aussi travail du souffle, sont intéressants pour l'apnée. Alors, c'est pas la même chose. L'apnée du yoga et l'apnée, je dirais, telle que nous on la pratique, sont quand même des choses très différentes. Par contre, ce qu'on peut aller chercher dans le pranayama, notamment, qui est le yoga du souffle, notamment, du souffle de l'effort, ce sont des choses intéressantes parfois qui peuvent nous servir dans l'apnée. Mais il y a énormément d'apnéistes et des apnéistes de très haut niveau et des champions du monde qui ne font pas du tout de yoga et ça ne les empêche pas de performer. Donc c'est vraiment des sensibilités un petit peu de chacun. Moi, j'en ai fait. J'ai fait un peu de pranayama un petit peu poussé avec un enseignant qui dispensait cela de manière assez traditionnelle. Notamment, il y avait des choses très intéressantes, mais c'était très perturbant, justement, parce que quand même très différent de ce que l'on faisait nous. Autant nous, on recherche, par exemple, la détente absolue, le relâchement, presque, je dirais, le ralentissement et l'endormissement dans l'apnée. Autant dans le pranayama, on a vraiment des rétentions. On ne parle plus d'apnée, on parle de rétention qui sont dans l'effort, dans la tension en fait permanente. Et donc ça implique du coup des représentations et un peu des changements de paradigme qui parfois, je vais chercher quelque chose, c'est assez puissant, mais c'est quand même très perturbant par rapport à ce que je fais à côté. Donc du coup, moi j'ai parfois un petit peu fait de ça, mais après j'ai quand même refait de l'apnée plus classique, je dirais. Et alors si je reviens sur ta question par rapport à une journée qui se déroulerait, une journée classique pour des descentes, paradoxalement c'est un peu les journées les plus simples en fait. Pourquoi? Parce que
On va rarement faire une séance de prépa physique avant de faire des descentes parce que on essaie d'y aller en étant le plus frais possible. On va rarement courir pendant 1 heure et demie avant de faire ces descentes pour les mêmes raisons. Donc en fait, ces entraînements, ils ont souvent lieu quand même le matin, d'accord? Sauf si pour des questions de météo, de raisons logistiques, on sort le soir ou l'après-midi et ça nous arrive d'avoir aussi des sessions l'après-midi, bien évidemment. Mais on reste quand même plus frais dans la majorité des cas le matin. Donc en général, moi, quand j'avais ces entraînements-là, c'était souvent principalement à jeun quand même, parce que on est aussi sur des efforts où on n'a pas besoin d'une quantité astronomique d'énergie. Et si on s'habitue un peu, on peut très bien faire ces apnées en étant à jeun le matin, et ça passe très bien. Il faut savoir que la digestion, notamment, prend quand même beaucoup d'énergie, et cette énergie, on souhaite plutôt la recentrer sur notre activité. Et comme on est sur une activité dans laquelle beaucoup de petits détails comptent quand même, celui-ci, notamment d'un point de vue disponibilité d'énergie, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc faire ces entraînements à jeun, c'était quand même aussi une chose qui était très commune dans ma démarche. Après, j'avais ces phases effectivement de préparation à sec, à base un petit peu de relaxation, de concentration et d'étirement notamment. Et ça, je dirais, c'était surtout si j'allais faire des descentes un peu profondes notamment, puisque ça nécessitait, notamment au bout d'un certain temps, on arrive à faire ces descentes profondes immédiatement, sans échauffement préalable. Donc ça demandait, je dirais, une préparation un peu à sec adéquate, de manière à pouvoir être performant tout de suite dans l'eau et immédiatement. Mais si je m'intéresse, par exemple... On parle de 2 heures ou d'une Oh non, demi-heure? même pas. En fait, tout ça s'inscrit dans une démarche de travail sur le long terme. Donc, en fait, du travail d'étirement intense, je dirais pas intense, mais long, ça va plutôt se faire en dehors d'une activité de plongée, parce que ça aussi, ça prend de l'énergie, en fait. Et les muscles, après, ne répondent pas de la même manière. Donc, en fait, ce sont plutôt des préparations à sec qui vont durer. Moi, pour ma part, c'était 45 minutes grand maximum. Grand maximum, vraiment grand maximum. Et je reviens sur ce que je voulais te dire, c'est que en hiver, quand tu es sur alors, je parle en hiver ici en Méditerranée, hein, c'est vrai, quand on a la chance de s'entraîner en Égypte, en Indonésie, ces saisons ne sont plus vraiment là. Moi, quand je plongeais en hiver, j'avais pas besoin forcément de tout ce rituel-là, parce qu'en fait, j'allais faire des descentes beaucoup plus modérées, j'allais plutôt répéter mes descentes. Il fallait aussi prendre en considération le froid, donc je faisais plutôt des choses dynamiques, énergiques, donc je travaillais des choses très différentes et j'avais pas besoin de toute cette préparation à sec, en fait. Il y avait aussi ce côté spontanéité qui était important. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de pas forcément se dire j'ai besoin de temps de préparation pour pouvoir être parfait dans l'eau derrière. Il y a un moment, allez, je veux y aller, j'y vais. Ça compte aussi dans l'appréciation et le conditionnement mental. De pas se dire que j'ai besoin de toute une routine. Si j'ai pas cette routine, je serai pas bon. Il faut aussi savoir être bousculé, savoir pouvoir les changer et savoir aussi parfois les raccourcir, voire les modifier totalement, parce que le contexte aura fait que j'aurais pas pu mettre en place ces routines-là. Donc c'est ça que j'essaye aussi moi d'inculquer aux athlètes que je coach, et notamment Marine, que tu as eu il n'y a pas très longtemps. C'est un peu garder ce côté spontanéité, ne pas s'enfermer dans des carcans qui, s'ils ne sont pas respectés, du coup, vont vous affaiblir en fait mentalement sur la descente, par exemple, en compétition qui suivrait après. Ouais. Je pensais à un peintre qui m'avait dit une fois, ça m'a pris 30 ans pour faire une toile en 5 minutes. Je crois aussi que cette spontanéité, elle vient parce que tu t'es préparé toute l'année. Bien sûr, bien évidemment. Donc, oui, ça demande beaucoup d'expérience. Oui, ça demande beaucoup d'expérience de pouvoir être capable de faire ça. Les routines vont être bien au départ pour avoir des repères, pour pouvoir se préparer. Puis de temps en temps, on va essayer de les réduire, on va essayer de les perturber un peu, et puis on va s'apercevoir parfois que, tiens, si ma routine, elle a duré la moitié du temps que d'habitude, ça marche aussi. Et puis tiens, si j'ai enlevé ça, tiens, ça marche aussi au final. Et moi, il y a un très grand copain, hein, c'est Guillaume Néry, on a fait beaucoup de choses ensemble, qui lui avait bien évidemment cette préparation à sec aussi, mais qui avait cultivé véritablement l'art de pouvoir y aller comme ça. Et ça rendait vraiment la performance très très belle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il avait développé une telle adaptation qu'en fait, s'il fallait y aller, fallait y aller. Ouais. Voilà.
Ah oui, justement, dans tous les exercices de respiration, là, on voit toujours ce ventre affreux que vous faites, là, bien compressé. Ce ventre affreux, enfin. Bon, très plat, très plat, le style repassé, avec un rouleau compresseur. C'est justement tout le travail sur la cage thoracique, ou c'est vraiment pour apprendre aux organes à se dire, bon, bah, vous allez être bien compressés dans pas longtemps, les gars, ou... C'est un peu ça, en fait. Tout ce que tu dis de manière peut-être un peu, humoristique, c'est un peu ça. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment un travail sur la cage thoracique, sur le diaphragme, le principal muscle inspiratoire, qui est situé véritablement sous les poumons et qui ferme un peu, qui est un peu une cloison entre les poumons qui sont dans la cage thoracique et les viscères qui sont en bas. Et comme tu le dis, effectivement, quand on va descendre, on va quand même être soumis à des pressions importantes. Toute cette masse viscérale va bouger, toute cette masse viscérale va être écrasée, va être projetée un peu vers le haut. Alors, elle est majoritairement faite de cellules liquides, donc elle n'est pas vraiment compressible. Donc c'est pas un problème pour elle d'accepter ces pressions-là. Par contre, on a une cage thoracique qui elle est un vide d'air, c'est-à-dire que c'était véritablement un volume qui lui va être écrasé parce que la cage thoracique c'est un ensemble d'articulations, d'os, de cartilages qui vont pouvoir bouger. Et on le sait que quand on descend en mer, on prend 1 bar de pression tous les 10 mètres. Donc, à 100 mètres de profondeur, on a 11 fois plus de pression sur l'organisme. Donc, on a une cage thoracique qui est véritablement très écrasée. Et cette masse viscérale va bouger parce que l'air qui est à l'intérieur de la cage thoracique va se retrouver en fait sur une pression beaucoup moins importante que la pression extérieure, la pression hydrostatique. Et en fait, on va avoir un peu un phénomène d'aspiration, de pression négative qui fait que la masse viscérale va remonter en fait sous le diaphragme et va le pousser vers le haut. Et donc, en fait, tous ces exercices-là, en plus de travailler sur la flexibilité, vraiment la cage thoracique, vont aussi travailler sur le mouvement des viscères et la souplesse également de ce muscle à pouvoir être bougé et un peu torturé pendant cette compression hydrostatique. Donc, tous ces exercices, en fait, que tu as vus, ce sont véritablement des exercices d'adaptation à la pression. D'accord. Parce que vous parlez souvent de l'importance du travail du diaphragme. Donc le travail du diaphragme, je me dis, comment est-ce qu'on travaille le diaphragme? C'est juste travailler comme ça, cette souplesse, on veut cette le rendre tolérance? Plus malléable, plus souple, effectivement, moins tendu et on veut qu'il puisse se déformer davantage en fait et qu'il accepte cette compression au niveau de la pression hydrostatique en fait. Donc c'est vraiment un travail de mobilité. D'accord. Et alors, quand vous faites des grandes inspirations, et puis à un moment, vous avez comme si vous essayez d'avaler de l'air encore, là, 3, 4, 5, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. Je me dis toujours, mais parfois plus, pour certains, ça peut être 20, 30. C'est la manœuvre de la carpe. La manœuvre de la carpe qui est issue à la base de manœuvres en fait issues du milieu médical qui permettaient notamment aux asthmatiques de pouvoir en fait dilater davantage leur cage thoracique. C'est vraiment une manœuvre qui permet en fait de prendre plus d'air que on ne le peut à la normale. Je m'exprime ainsi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris une profonde inspiration, et qu'on arrive à l'élasticité naturelle de la cage thoracique qui ne peut plus se dilater, on ne peut plus rien prendre d'autre. D'accord ? Mais en faisant cette petite manœuvre de la carpe, comme le poisson, d'accord, on va prendre des petits volumes d'air que l'on va mettre dans la bouche et puis on va ouvrir notre glotte ici et par un jeu de pression et de piston avec la langue, on va, ce petit volume d'air, le mettre de la bouche au poumon. Et en fait, je vais comprimer de l'air petit à petit dans ma cage thoracique histoire d'en mettre davantage. Et on a certains athlètes de haut niveau qui peuvent prendre jusqu'à plus de 3 litres de plus dans leurs poumons grâce à cette technique. Alors, ça veut dire qu'ils sont adaptés à faire ça, qu'ils ont véritablement travaillé sur la flexibilité, l'expansion de leur système mécanique, c'est-à-dire vraiment au niveau de leur articulation, au niveau des côtes, au niveau des vertèbres, qui sont vraiment habitués à faire ça. C'est vraiment pas une manœuvre faite pour les débutants, surtout si on la pratique d'une manière intensive, je dirais. Il faut vraiment être très progressif quand on apprend à faire la carpe. Mais quand on a vraiment travaillé là-dessus, on peut prendre beaucoup plus d'air. Qui dit beaucoup plus d'air dit plus d'oxygène, d'accord ? Puisque chez nous, alors que les mammifères marins, c'est plutôt un autre compartiment, chez nous, notre principale réserve pour pouvoir tenir en apnée, c'est les poumons. Chez les mammifères marins, c'est le système sanguin. C'est là où ils ont le plus d'oxygène, en fait, qui est dissous, notamment dans leur sang. Nous, c'est notre cage thoracique, parce qu'on n'est pas des mammifères marins.
On peut pas en stocker comme eux dans leur sang. Et donc, du coup, si on a plus de volume d'air, on a plus d'oxygène. Comme cet air va être aussi un peu comprimé à cause de l'élasticité des poumons, sa pression partielle va augmenter. Donc, en fait, on aura encore plus d'oxygène, je dirais. Et surtout, ça nous permettra aussi, si on a plus d'air, de pouvoir compenser plus bas si on fait notamment de la descente. Si c'est pour être en piscine, on va simplement s'arrêter sur l'air en plus qui va nous permettre de tenir plus longtemps potentiellement. Mais quand on fait ces manœuvres-là, il faut avoir un corps et une cage thoracique qui est habitué à le faire parce que on pourrait avoir des surpressions pulmonaires si on fait ça n'importe comment et ça c'est pas très bon pour les poumons. C'est quoi, c'est des petites déchirures? Notamment des petites déchirures et potentiellement des pneumothorax, ça pourrait arriver parce que ton poumon a été trop lésé par une pression trop importante qui n'est pas habitué à supporter. Voilà, le pneumothorax, c'est encore pour utiliser une image un peu grossière, mais le ballon qui crève, quoi. Mais c'est un peu ça, Ouais, c'est un peu ça, et le poumon qui s'affaisse sur lui, hein. Ouais, et ça. c'est pas bon. C'est pas bon Non, du tout, il non, faut non, vraiment tout à aller à fait. l'hôpital là-dessus. On peut s'en Ouais. sortir très bien derrière, il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment être hospitalisé. Bref, n'essayez pas ça chez vous. Et c'est douloureux en plus, c'est très douloureux. Je dis pas ça parce que j'en ai eu, mais Oui, j'allais dire. simplement les rapports d'expérience de pneumothorax, en général, les personnes ne sont pas, même pas ça. C'est pas le meilleur souvenir de leur vie, non. 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 Et alors, tu parlais aussi, oui, je me dis, tiens, on perd de l'air alors quand on doit compenser les oreilles, ça je ne savais pas. Alors, c'est pas qu'on perd de l'air, mais c'est que en fait, cet air que tu vas mettre en fait dans tes oreilles au fur et à mesure que tu descends, parce que comme ta pression augmente, tu es obligé d'équilibrer la pression en permanente. Si tu t'arrêtes dans ta descente, plus de nécessité de compenser puisque la pression va à un équilibre, on va dire. Mais plus tu descends, plus tu dois en fait remplir ton oreille moyenne derrière le tympan pour équilibrer la pression. Ton tympan ici au niveau externe est déformé par la pression hydrostatique de l'eau. Toi, tu envoies de l'air de l'autre côté, tchouk, tu le remets en position normale et tu supprimes la douleur. C'est comme ça que fonctionne la compensation du tympan. Mais ça, en fait, ça doit être abreuvé en permanence au fur et à mesure que tu descends. Même si tu compenses de moins en moins parce que le rapport de pression, en fait, devient de plus en plus faible par rapport au départ, il faut toujours envoyer de l'air. Donc, c'est pas ça qui va te manquer dans ton apnée. Par contre, le fait que ton volume pulmonaire soit de plus en plus réduit à cause de la compression hydrostatique, tu vas avoir de moins en moins d'air, donc tu auras de plus en plus de difficultés à l'envoyer dans tes oreilles. Donc, c'est pour ça que si tu as plus d'air à la base, grâce à cette manœuvre-là, tu peux potentiellement envoyer de l'air dans tes oreilles plus profond. Et comme je disais aussi, ça va te permettre aussi d'avoir un réservoir plus important et donc des apnées un peu plus agréables aussi, parce que plus d'oxygène. D'accord. Ah bah super. Je vais poser une autre question un peu technique. Après, j'aurai pitié de ceux qui sont pas très techniques, mais je sais qu'il y a des apnéistes qui écoutent et qui cherchent quelques tuyaux ici. Donc voilà, je profite de Bien toi. sûr. Excuse-moi. Un plaisir. Tu vas essayer de deviner qui c'est qui me parle là. Attends. Bonjour Morgane. Bonjour Anne B. Alors j'ai une petite question pour toi Morgane. La syncope aux entraînements ou en compétition, c'est plutôt à éviter ou alors à dédramatiser? La voix me dit quelque chose, Ouais. mais je serais incapable de mettre un visage sur celle-ci. Mais par contre, cette voix me parle. Voilà. C'est aussi de Belgique, mais pour l'instant, ouais, c'est plutôt aux Philippines. D'accord. C'est aussi dans l'AIDA. Un juge, un instructeur. Un juge pour l'instant, ouais. Que juge? Uniquement juge? Non, il a aussi une école de plongée. Jean-Paul? Oui, c'est Jean-Paul François, Voilà, un pote, ok. ouais. Je dis, j'interviewe Morgane, tu m'as toujours dit qu'il fallait que je le fasse. Ben voilà, cette fois-ci, ça y est. Alors, tu Jean-Paul m'envoies une François. question. Ouais. Et il m'a dit, il est spécialiste là-dedans, c'est un sujet qui lui tient à cœur. S'il te plaît, pose la question. Eh ben, par rapport à ce qu'il a dit, en fait, les deux. Je dirais à éviter et à dédramatiser aussi. Pourquoi éviter? Parce que la syncope, ça reste quand même, si on veut parler un peu de manière brute, une petite mort. On perd connaissance parce qu'on a un manque d'oxygène et qui, clairement, au niveau cérébral, on ne peut plus supporter, je dirais, ce seuil d'oxygène qui s'abaisse au fur et à mesure que l'on consomme celui-ci dans notre apnée. Et c'est un mécanisme protecteur puisque du coup, en fait, en se mettant dans les pommes, le cerveau, va arrêter la situation. C'est-à-dire que cette dépression d'oxygène au fur et à mesure, pour éviter que ça continue, hop, il arrête en fait la situation, je me mets en apnée de manière volontaire. Voilà. Et quand tout va bien, hop, tu te réveilles et tout va bien. Sauf que l'apnée se pratique quand même majoritairement dans l'eau. D'accord? Et que avant de reprendre ta conscience, tu reprends d'abord ta ventilation. La syncope n'étant qu'un arrêt de la ventilation et non pas un arrêt cardiaque. D'accord?
Donc, c'est vraiment un arrêt de cette fonction-là. Mais donc, avant de reprendre ta conscience, tu reprends d'abord ta ventilation, puis après, tu reprends ta conscience. Ce qui fait que si tu es dans l'eau et que tu es seul, tu vas te remettre à respirer de l'eau et donc te noyer. C'est pour ça qu'on ne fait jamais de l'apnée seul. Et ça reste notre règle principale et que l'on pratique cela avec des personnes qui savent quoi faire, bien évidemment, et pas juste vous dire « il bouge plus ». Voilà, non, il faut intervenir, bien évidemment. Il faut intervenir, donc il faut être formé à cela. C'est pas compliqué, mais il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire, ouais. Et donc, c'est pour ça que cette règle, jamais d'apnée seule. Ensuite, à dédramatiser parce que ça peut arriver. Ça peut arriver notamment quand on commence à pratiquer, qu'on commence un petit peu à s'engager parce qu'on a des velléités de compétition, de progression, parfois un peu rapide, et que l'on veut aller un petit peu trop vite. Et souvent, en fait, on n'arrive pas à lire notamment les différentes informations qui arrivent à nous lorsque l'on va en apnée. Si on va résumer un petit peu comment se déroule l'apnée, on va dire qu'on a grosso modo 2 phases. Une phase de confort dans laquelle je suis en apnée, je retiens ma respiration, je brûle mon oxygène, je produis du CO2, d'accord ? Mais tout va bien et je suis à l'aise et j'ai vraiment pas envie de respirer. Et puis hop, je vais franchir un seuil qui est le même pour tout le monde, d'accord ? C'est 46 mm de mercure de CO2 dans le sang. Donc on va atteindre ce taux de CO2 dans le sang au bout d'un certain temps. Et à partir du moment où on atteint ce seuil-là, le centre respiratoire, qui est au niveau du tronc cérébral et du bulbe rachidien, va commencer à se mettre un peu en alerte. Tiens, j'ai beaucoup de CO2, c'est pas normal. Je vais provoquer la respiration pour pouvoir évacuer ce CO2, parce que c'est par la respiration que qu'on l'évacue principalement. Et donc, c'est la même chose qui se passe quand on fait en fait un effort physique et qu'on respire. Quand on commence à courir, on produit du CO2 et donc ça stimule le centre respiratoire qui va augmenter la ventilation pour répondre aux besoins énergétiques, mais aussi évacuer ce CO2 en plus. Là, on est en apnée, on est dans un système fermé, ce CO2 augmente de plus en plus, on ne respire pas, on n'a pas de mouvement respiratoire, c'est aussi une information pour le centre cérébral, le centre de la ventilation. Et donc du coup, celui-ci va commencer à envoyer des signaux au diaphragme, des signaux électriques. Contracte-toi, respire. Parce qu'en fait, clairement, lui, le centre respiratoire nerveux, il est en train de se dire, mais oh, ça va pas du tout, tu vas mourir là, c'est pas bien. Il envoie des signaux au diaphragme. Qu'est-ce qui se passe ? On a ces contractions du diaphragme, cette envie de respirer qui se manifeste. Et c'est pour ça qu'on met en apnée statique que quelqu'un a souvent la main sur le dos de la personne. C'est plus c'est plus aussi pour la contrôler, pour la mettre dans une certaine posture, pour parfois la rassurer en lui disant je suis là, je suis avec toi. Parfois certaines personnes n'aiment pas cette main sur le dos parce que ça peut être gênant aussi. Donc c'est assez personnel, je dirais ça. Et donc cette envie de respirer se manifeste notamment par ces contractions du diaphragme. Et là, je rentre dans mon apnée dans ce qu'on appelle la phase désagréable, qui est la phase de lutte contre l'envie de respirer. Parce que je suis dans une activité sportive, mon but c'est de retenir ma respiration le plus longtemps possible. Donc, c'est ma volonté qui me dicte ça. Et là, je rentre en fait dans une phase psychologique. D'accord ? Je veux lutter contre cette envie de respirer, je veux rester de plus en plus, mes contractions du diaphragme deviennent de plus en plus fortes jusqu'à ce qu'elles deviennent insupportables et je reprends ma respiration parce que c'est trop désagréable. C'est pas douloureux, mais c'est désagréable physiquement et mentalement. Cette soif d'air, en fait, c'est quand même quelque chose de très archaïque. On joue quand même vital, avec une fonction vitale, exactement. Donc en fait, c'est plutôt bien fait. L'organisme va mettre des sensations désagréables pour pouvoir sortir de cette situation volontaire, qui est l'apnée, d'accord ? Mais pour pouvoir nous faire sortir. Et ça, c'est quand tout marche bien. Et quand parfois on manque de lucidité dans l'observation de ces signaux, quand est-ce que je dois sortir, justement, eh ben, on peut tomber en syncope. Et il ne faut pas forcément blâmer l'athlète ou la personne, tout simplement, parce que ça peut être, on n'est pas obligé d'être athlète. Il faut simplement l'accompagner dans la lecture de ces signaux-là, tout simplement. Donc, ça peut arriver.
il faut pouvoir après mettre des mots dessus, revenir un peu sur ces différentes expériences. Pourquoi est-ce que tu n'as pas senti ça venir? Et quand on démarre, parfois, c'est dur d'avoir un peu toutes ces informations comme l'envie de respirer qui est désagréable, qui est de plus en plus désagréable, ma lucidité qui commence un petit peu à s'amenuiser, mon champ visuel qui se rétracte un petit peu, je mets un peu plus de temps à répondre aux signaux de sécurité de la personne qui s'occupe de moi. Donc tout ça, c'est à lire, à comprendre et il faut garder en fait notre lucidité dans cette phase de lutte. Et parfois, par l'enjeu, par l'envie de battre son record, parce qu'on peut être poussé aussi par quelqu'un parfois, par l'envie simplement personnelle d'aller plus loin que d'habitude, par des contextes aussi qui fait que j'ai froid, donc je me perçois moins bien ces informations. Je suis dans une compétition, j'ai envie de me surpasser, je n'entends pas ces signaux. Ou voilà, il peut y avoir aussi plein de facteurs externes qui vont influencer ça. On peut tomber en syncope et à ce moment-là, il faut effectivement accompagner la personne et pouvoir lui dire: est-ce que tu te souviens pourquoi? Est-ce que tu te souviens des derniers instants? Quelles sont les choses qui t'ont influencé? Est-ce que tu as été capable de lire ces signaux ou pas? Pourquoi est-ce que tu as lu ces signaux mais que tu n'as pas été capable de sortir de ton apnée? Il faut essayer de reprendre ça avec lui. Donc en fait, bien sûr que c'est à éviter. Donc il faut avoir cette lucidité de lire ces signaux pour sortir avant notre limite. Mais quand ça arrive, il faut être capable de l'accompagner et bien évidemment de ne pas dramatiser la chose. Il faut essayer de prévenir justement pour la suite, mais il faut accompagner, essayer de mettre plein d'explications pour cela, pour accompagner la personne, pour dédramatiser justement. On avait pas mal parlé avec Marine justement, parce que ça lui était arrivé et ça l'avait quand même fort bridé. Oui. Et alors, ça avait été intéressant de voir qu'elle, justement, pour passer le cap, il a fallu qu'elle mette 1 mètre plus bas. Comme ça, c'était plus la distance qu'il avait fait plancher. Mais c'est vrai c'était que très étonnant. Pour Marine, par exemple, il y avait un gros facteur externe. C'était le courant, notamment, qui a complètement faussé ses repères. C'était aussi, parfois, on peut se poser la question de l'organisateur qui, très peu de temps après elle, a annulé le reste de la compétition. Et peut-être que ça aurait pu être annulé aussi pour Marine. Parce que, voilà, donc il y a vraiment, c'est dans son cas à elle, des facteurs externes très importants. Mais il faut être capable de les lire, il faut être capable de revenir dessus, de les accepter aussi, parce que c'est pas parce qu'on est OK, il y avait ça, mais ça me terrorise toujours. Et dès que surtout je c'est dans le vais corps, sortir, quoi. C'est vraiment ton corps qui a eu une souffrance, un stress vital. Et on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Moi, dans ma carrière, j'ai fait 2 syncopes. Dans plus de 15 ans de carrière à haut niveau, 2 syncopes à l'entraînement uniquement, jamais de syncope en mer. J'ai fait des sambas en mer, ça m'est arrivé, mais jamais de syncope en piscine non plus en compétition. Aujourd'hui, on a des athlètes qui en font plusieurs par an, par exemple. Donc, on peut aussi se poser la question de cette intégration de la syncope et notamment des effets sur le long terme. Parce qu'il faut savoir que la syncope, en termes de déflagration hormonale sur le cerveau, c'est comme un accident de la route. Donc, c'est pas anodin. Ouais, c'est pas anodin, d'accord? Par rapport à je dirais, l'inondation du cerveau, du corps humain, de molécules chimiques qui sont les mêmes que dans un accident, un traumatisme, notamment de la route. Donc, on a quand même des choses qui vont marquer l'organisme. Et c'est pas parce que sur une syncope, on se dit qu'après tout va bien. Qu'en est-il sur 10-15 ans de pratique? Et on a très, très peu de données là-dessus. C'est pour ça que c'est pas anodin de faire des syncopes. Il faut dédramatiser, mais c'est pas anodin. Voilà, il ne faut pas aller chercher une trop non plus en se disant c'est pas grave, on fera une demain, pas grave non plus. Non, d'accord. Alors, il avait une autre petite question, Jean-Paul. Alors, un petit stage d'apnée à Free Diving Planet à Moalboal. Est-ce que tu es partant? Moi oui, Jean-Paul, moi oui. Alors oui, je pourrais être partant, bien évidemment. C'est vrai que je vais peu en Asie. J'ai plongé un petit peu aux Philippines avec Thibaut, que connaît bien Jean-Paul notamment. Je suis allé un petit peu en Indonésie aussi, mais c'est vrai que j'y vais assez peu. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai aussi une vie un petit peu différente par rapport à il y a quelques années. Je suis devenu papa d'une petite fille qui a bientôt 3 ans, donc ça prend aussi beaucoup de place dans la vie. Ah Merci. oui, c'est clair. Et voilà, je suis plus compétiteur aussi. Je fais encore des stages, bien évidemment. Mais oui, si l'occasion pouvait se faire, ça serait avec grand plaisir. Moi, j'apprécie beaucoup Jean-Paul. On se croise très, très rarement. On s'est beaucoup plus croisé dans le début de ma carrière sur des compétitions, notamment en piscine ou sur des championnats du monde en mer. C'est vrai que voilà, il était déjà parti en Asie. Il était plus vraiment en Belgique. Je crois que je l'ai connu quand même en tant que compétiteur au tout début, peut-être
en 2005 à Ronan ou alors sur un autre championnat, peut-être à Arus, je ne sais plus. Enfin, je l'ai connu peut-être sur une compétition. Et après, voilà, pareil, il s'est dédié à son école et à son travail de juge aussi auprès d'Aïda. Donc, du coup, voilà, on s'est très, très peu croisés, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour tout ce qu'il a fait dans l'apnée. Ça, c'est évident. Ouais. C'est quelqu'un d'adorable. Nous, on l'avait rencontré chez lui, aux Philippines. On était partis Ouais. 4 mois en famille. On essayait de partir moins souvent, prendre moins l'avion, mais faire des choses plus longues. Donc, on Ouais. était avec nos 2 filles pour 4 mois, comme ça, en Asie du Sud-Est. On est passé par les Philippines, on est arrivé sur Boal. Et là où on logeait, on disait, ah, mais il y a un Belge en face de chez vous, il habite ici, il a l'école d'apnée, passé. Ah oui, bon, d'accord. Alors, du coup, comme tout le monde l'appelait le Belge, mes filles ont commencé à l'appeler le Belge. Mais vous savez, on est Belge aussi, hein. Ça fait peut-être un petit peu longtemps qu'on a quitté la maison pour vous, mais on est toujours Belge. Enfin bon, c'est resté le Belge, quoi. Même quand on est retourné en Belgique, ah oui, le Belge, c'était chouette quand on faisait ça avec le Belge. Après, si on revient à Bruxelles et qu'il veut faire un truc à Nemo, je suis pas contre. Voilà. Ah ben voilà, là faut m'avertir, hein. Je veux venir voir ça. Mon mari est allé faire une séance, une journée comme ça d'initiation à l'apnée. Oui. Voilà, c'était chouette. Et donc je rigolais quand tu parlais de faire à jeun parce que mon mari, je me souviens l'après-midi, la mer était pas tout à fait calme et lui, on devait partir le lendemain. Je dis, on vide le frigo, allez tu bouffes. Je le fais bien manger. Et puis il est allé faire l'apnée et se retrouver la tête en bas dans une mer agitée. Il était un peu vert à la fin de l'après-midi. Très compliqué, très compliqué. Donc je rigolais devant moi-même quand tu parlais de tes apnées à jeun en disant que c'était pas plus mal. Même ça pour va lui parler. Même pour quelqu'un qui peut être habitué comme moi, parce que moi j'ai des mers difficiles quand même chez moi à Marseille avec beaucoup de vent, donc de la houle, et c'est vrai que on dit toujours si tu t'entraînes à Marseille, tu peux plonger dans toutes les mers du monde, mais malgré cette habitude-là, si je fais une plongée que j'ai mangé avant, ça reste désagréable aussi, hein. Quel que soit le niveau d'expertise que tu peux avoir, je joue pas avec ça. Non, mais ça, il a compris, je ne ferai plus. Je ne viderai plus le frigo sur lui la prochaine fois, promis. C'était un très chouette séjour, c'est des eaux magnifiques pour plonger, oui. Enfin, requin-baleine, des bancs de sardines énormes qu'on pouvait fendre, mais c'est tellement proche de la plage. Ça aide beaucoup, ça, hein. L'apnée, c'est pas que le câble, hein. C'est aussi toute cette faune qui est très agréable, et c'est vrai que là-bas, ils ont des coins très chouettes pour ça. Donc ça aide, mais on va dire la Méditerranée, c'est pas mal non plus. On va y venir, justement. Alors, là, juste une petite question. Je me demandais, en appeler la récup après un championnat, t'es pas crevé comme après un ultramarathon, ou s'il faut quand même plusieurs jours pour récupérer, ou... C'est pas les mêmes fatigues, bien évidemment. Il y a une grosse fatigue mentale qui va jouer. C'est vrai que je l'ai vu notamment avec Eva et Marine que j'entraîne, et c'est vrai qu'elles ont enchaîné ces 2 championnats. Simas et Aïda l'année dernière en 2024 avec 17 jours entre les deux, avec le retour chez soi, une micro-entraînement, un retour après pas trop tard dans la deuxième destination. Donc ça a été très difficile cette année, et il y a énormément d'athlètes qui sur le 2e championnat n'étaient pas du tout au top de leur forme. Donc ça a été une année compliquée quand on avait envie de participer aux 2 championnats, ça c'est sûr. C'est vrai que en général l'abnégation, le temps que tu dédies pour être au sommet de ta forme sur un championnat te demande derrière quand même, si tu veux continuer à performer, quand même plusieurs semaines de récupération. Et c'est vrai que là, du coup, il y avait ces 2 championnats qui étaient très proches. Quel était celui qu'on allait privilégier? Est-ce qu'on allait être capable d'avoir la même forme sur les 2? Quelles étaient les priorités sur chacun d'eux? Comment gérer cette récupération avec parfois, on se dit qu'on va faire ça, puis finalement ça va pas du tout. On se rend compte qu'on a besoin de repos et qu'on veut plus aller dans l'eau, on veut plus aller à la salle de gym et qu'il faut repartir derrière. Ça a été difficile. Donc en général, quand on fait les choses bien, on a quand même quelques semaines de récupération. C'est pas dire qu'on ne fait rien, mais c'est que déjà d'un point de vue mental, on relâche, on peut faire des choses simples, on peut faire des choses à basse intensité, on peut aller beaucoup plus dans l'eau, par exemple, pour le plaisir, par exemple pour la faune, plutôt que pour le câble et vouloir s'entraîner profond immédiatement, parce que il y a un engagement mental qui est quand même important, en plus d'un engagement physique derrière aussi, qui peut marquer quand même une apnée à plus de 100 mètres, par exemple, ça marque l'organisme, hein. Et tout le monde ne s'appelle pas Alexei Mochanov, capable d'enchaîner des profondeurs incroyables et d'être performant sur plusieurs compétitions à l'année. Il faut créer une base, bien évidemment, donc c'est vrai que l'expérience compte beaucoup. Et c'est vrai que oui, on a besoin quand même de récupérer derrière. Ok. Alors, j'ai une autre petite question qui va nous enchaîner justement sur les plongées avec la faune. Attends, où est-ce que j'avais enregistré celle-là?
J'ai rarement autant de questions, mais là j'étais au salon de la plongée, donc forcément il y avait des plongeurs. Et oui. Alors ici, vas-tu reconnaître? On peut y aller. Ouais, salut Morgane. Je me demandais depuis tout ce temps, est-ce que tu as soigné cette sorte d'allergie à l'eau froide que tu avais là, ou est-ce que tu ressembles toujours à Quasimodo quand tu vas dans de l'eau trop froide? Sinon, si c'est encore le cas, tu peux envoyer des vidéos, ça nous ferait marrer. Cédric Palerme. C'est Cédric, oui. Alors pourquoi il me dit Quasimodo? Et ça, je sais pas si toi tu avais vu cette vidéo. Non, je ne l'ai pas vu. En 2019, j'ai commencé en fait on va dire un peu une relation amoureuse avec la Norvège, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que j'ai tourné notamment un documentaire en 2019 où j'ai passé quand même 49 jours là-bas pour un documentaire qui donnera la quête du sauvage. Qui part de Marseille et qui va jusqu'en Norvège. Grangeon. Exactement, de Jean-Charles Grangeon, un ami marseillais qui est chef opérateur sous-marin, réalisateur aussi, et qui a sa société qui s'appelle Blue Earth Prod. Et de là, voilà, est né un peu un amour pour la Norvège. Et c'est vrai que pendant ces tournages, on a eu des conditions qui étaient difficiles et des immersions aussi dans le froid prolongé. Et où après, en sortant de l'eau, je pouvais me retrouver déformé par le froid, c'est-à-dire des lèvres qui avaient gonflé, des joues beaucoup plus marquées également, et une difficulté à parler parce que la mâchoire un peu congelée. D'accord. Oui, ça, il m'a dit oui. D'où la référence à Quasimodo. J'ai toujours ces vidéos moi dans mon téléphone. Hein, si tu les veux, je te les envoie parce qu'il n'y a pas du tout de prescription. Et voilà, donc ça vient de là. Alors moi j'aime bien les plongées en eau froide aussi, hein. Alors pas comme Arthur Guérin qui est un grand copain qui a fait des records là-dedans, mais c'est vrai que voilà, depuis 2019 je vais en Norvège, j'ai tourné ce documentaire, j'ai été guide aussi après derrière pour aller emmener les personnes plonger avec les orques et les baleines à bosse. Et puis j'y retourne encore aujourd'hui parce que j'ai d'autres projets, notamment de documentation. Alors ça, on en parlera peut-être un petit peu après, mais sur des écosystèmes côtiers qui sont les forêts de kelp notamment, des projets de documentation et de photographie notamment, parce que voilà, c'est vraiment un territoire que j'apprécie beaucoup. Et donc oui, alors la Norvège peut amener, lorsqu'on reste un peu trop dans l'eau froide, des déformations du visage, mais qui a priori se sont estompés, parce que ça va mieux. Mais donc, qu'est-ce que ça peut apporter l'apnée comme ça pour aller vers ces animaux par rapport à la plongée bouteille, dis-moi. La discrétion, les bulles, le bruit notamment, la facilité aussi de pouvoir entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les suivre, parce qu'on prétend pouvoir les suivre, mais en fait on n'est rien à côté d'eux dans l'eau, donc on les suit un petit peu, mais voilà, c'est plus facile de bouger en apnée. La possibilité, voilà, d'avoir des interactions qui sont peut-être plus faciles avec eux. Après, champion ou pas champion, on est tout petit et dans une eau à 5 degrés, moi mes apnées elles devaient faire 30 secondes grand maximum parce qu'en fait je nageais en permanence à leur côté, donc j'étais en permanence essoufflé. Et je dirais les interactions avec les animaux en Norvège sont beaucoup plus compliquées que par exemple en Polynésie ou à La Réunion, parce qu'en Norvège on est sur des zones en fait d'alimentation. Et en fait les animaux sont là-bas pour manger. Et donc en fait ils bougent en permanence et ils mangent. À La Réunion, en Polynésie, on est sur des zones de reproduction ou de repos. Et donc en fait les animaux, les baleines notamment, beaucoup les baleines à bosse, sont beaucoup plus calmes, docile et prête éventuellement à jouer, notamment. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments comme ça aussi en Norvège, hein, mais les animaux en Norvège sont vraiment là pour, dans un but alimentaire, donc du coup vont consommer beaucoup d'énergie pour aller s'alimenter et ont peu de temps en fait pour jouer. Ça peut arriver, hein, bien évidemment, mais elles ont peu de temps pour jouer. Et en fait, c'est assez frénétique, ça bouge beaucoup. Moi, j'ai pu passer malgré tout des moments de comme 1h30 ou 2 heures dans l'eau, avec des interactions avec des orques ou des baleines, hein, sans souci, mais ils sont pas là pour moi, pour jouer, ils sont là parce que ils mangent en permanence des harengs qui sont présents sur place, donc ça va dans tous les sens, ça monte, ça descend, ça fait des boules, ça ouvre la bouche, et puis ça revient, ça se déplace là-bas, on suit, on revient, donc en fait on n'a pas froid dans l'eau, ça c'est clair, malgré quoi ça va entre 5 et 8 degrés, parce qu'on bouge en permanence, mais on est essoufflé en permanence, donc en fait tout se passe à la surface. Et peu de choses se passent sous l'eau. Quand on descend à 10 mètres sous la surface pour rester une vingtaine de secondes à côté d'une baleine, c'est déjà le sommet, je dirais.
peu de choses se passent véritablement en apnée. Donc je dirais c'est surtout une condition physique qui importe quand on va sur ces territoires-là, pour pouvoir être habitué à être dans l'eau, à pouvoir nager, se déplacer, à résister bien évidemment au froid, à être capable un petit peu de pouvoir descendre aussi pour suivre un peu ces animaux, mais beaucoup de choses se passent à la surface. Tu as un beau souvenir de là-bas à nous raconter? Ah, j'ai des multitudes de souvenirs parce que comme j'y suis allé plusieurs années, j'ai eu des expériences en fait multiples, mais c'est vrai Oh, que vas-y, j'ai encore 2 heures devant moi, hein. quand on passe du temps, notamment pour un tournage et qu'on passe presque 50 jours là-bas, forcément on multiplie aussi les sessions dans l'eau et on a de plus en plus de chances de pouvoir voir des choses incroyables. Moi, je crois que les premières baleines à bosse que j'ai vues, du coup, la première interaction franche, il y en avait 8 qui me sont en fait qui sont passées sous moi, elles m'ont presque transpercé. En fait, elles étaient en cheminement, c'est-à-dire qu'elles traçaient leur route et peu importe si j'étais là ou pas, elles étaient sous moi à peut-être 25 mètres de fond et elles traversaient comme ça, en fait. Et donc, je me suis retrouvé avec 8 baleines à bosse qui ont défilé sous moi. Un véritable train, en fait, ça a duré peut-être, moins de 30 secondes, mais c'était un spectacle magique pour voir, en fait, ces animaux immenses qui bougent quasiment pas et qui avancent comme ça, et ça te remet bien évidemment en place par rapport à ta petitesse et par rapport à tes habiletés sous l'eau. Moi, le champion d'apnée qui ne fait vraiment pas le figure par rapport à ces animaux-là. Et donc ça serait ma première interaction avec les baleines. Après, il y en a eu plein d'autres. Moi, j'ai failli me faire avaler par une baleine aussi Par erreur, parce que c'est pas... Ah oui, tout à fait, voilà, dans un ça. banc de harengs, hein. Ça, c'est une des séquences du film notamment, où je me suis retrouvé emprisonné entre 2 baleines à bosse, avec moins de 10 mètres entre les deux, à pas pouvoir bouger, à les laisser passer comme ça. Il faut que ça passe, il faut que ça passe. Ça s'est passé, ouf. Et parce qu'elle remontait à la surface comme ça, on dit une des principales règles, c'est pas d'être au-dessus du banc de hareng, parce que les baleines vont en dessous, ils vont les avaler. Et parfois, le banc de hareng, il bouge, et puis on reste à la périphérie, et puis d'un seul coup, on se retrouve au-dessus. Et malheureusement, quand c'est le même moment que les baleines remontent, des fois, c'est pas évident, même si on respecte les règles. Aussi, Tu vas moins vite qu'un hareng, mais les baleines ont clairement vu que j'étais là, et elles se sont véritablement déviées à la fin. Oh. Mais je les ai vraiment Merci vus les baleines, hein. bien vite passer. Donc ça, c'est d'autres moments forts. Après, des interactions avec les orques aussi, entouré d'une chasse d'orques qui se passe en face de moi, et puis moi qui participe au festin. Alors je mange pas les harengs, mais je suis clairement au milieu de tout le monde, et puis ça bouge, ça mange, ça rabat, ça. Donc c'est des spectacles de vie marine qu'en fait qui sont incroyables, vraiment incroyables, et le fait de pouvoir assister à ça, c'est quand même très très privilégié. Et parfois en fait en étant avec personne autour de nous, c'est-à-dire spectateur privilégié en fait d'une scène comme ça qui se passe devant nous. Les fjords sont tellement grands en fait que il y a beaucoup de whale watching en Norvège, hein, et de plus en plus même avec des régulations parfois qui sont un peu compliquées. Et donc parfois on peut avoir beaucoup de bateaux autour de groupes de baleines, d'orques, et c'est compliqué. Et puis parfois on peut se retrouver tout seul comme ça face à un pod, comme on appelle ça, et puis le spectacle est sous les yeux, et puis on a juste à observer. On est vraiment privilégié. Wow. Trop bien, trop bien. Mais j'en ai perdu ma question. Ah oui, non, c'est peut-être l'occasion de reconfirmer que les orques, on les intéresse pas en tant que nourriture. Complètement. Qui ont encore peur. On ne les intéresse pas du tout. On n'est pas sur leur menu. Et voilà, je suis pas le seul à avoir plongé en Norvège avec des orques, hein. Ça se fait très très régulièrement. Il y a Didier Noireau qui a fait. Didier Noireau, par exemple, hein, mais il y a plein de whale watchers qui y vont, hein, pas forcément des professionnels, mais des gens qui payent un séjour là-bas pour aller plonger avec ces animaux-là. Donc oui, nous ne sommes pas sur leur menu, ça reste des animaux sauvages, hein, donc on va pas comme ça forcément aller caresser un orque, mais on peut avoir des interactions avec eux franches, simples, et beaucoup plus sûr qu'avec un certain nombre de requins. Moi, je plonge pas mal aussi avec les requins, et c'est plus facile de plonger avec les orques qu'avec les requins qui sont beaucoup plus imprévisibles. Oui, mais le requin aussi, a priori, on n'est pas sur leur menu. Évidemment, il y aura toujours des individus plus inquisiteurs. Il peut y avoir des erreurs, effectivement. Mm-hmm. On n'est pas sur leur menu, mais effectivement, le requin, lui, pour savoir ce qui se passe en face de lui, qui est en face de lui, il n'a pas de main pour toucher, donc il goûte. Et malheureusement, ça peut faire un peu des dégâts. Et les attaques de requins ne sont pas volontaires sur l'homme, mais sont plutôt le fait de contextes multiples.
turbidité de l'eau, mauvaise interprétation de ce qu'il y a devant lui. Et puis après, on a aussi des mauvaises lectures de comportement de requins lorsque des gens se sont immergés à leur côté, et des accidents qui auraient pu être évités si on avait pu lire voilà, le contexte aussi dans lequel l'interaction avec l'animal aurait voulu se faire. Parfois, il faut se dire, OK, là, il faut que je bouge vite fait parce que là, il n'est pas content et il faut que je parte de là. Et ça se lit aussi, ça se comprend. Il y a des moments de la journée, il y a des périodes, il y a des lieux, il y a des individus aussi qui ne réagissent pas de la même manière. Donc c'est vraiment, c'est au plus de temps que tu passeras avec eux que tu pourras lire ces comportements-là. Et encore une fois, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, même s'il est expert dans ces interactions-là. Ouais, je conseille pour ça l'excellent livre de François Sarano, Au nom des requins, Oui, qui est quand même tout à fait. quelqu'un, c'est un scientifique quand même qui écrit ça, donc c'est très très bien écrit parce que François Sarano il écrit bien, il parle bien, voilà, c'est comme ça. Très Hyper grand agréable, du coup. vulgarisateur et puis une très très grande expérience Excellent. aussi avec les Oui, requins. Ah ouais. énorme. Et donc, ce livre, et j'avais fait un podcast avec lui, donc si vous cherchez Au nom des requins, D'accord. avec Je te François salue, Sarano. François, je te salue. pourrez Je le suis toujours trouver. admiratif de ton travail, François. Ah bah oui, je l'ai encore vu avant-hier, Mais bien sûr, c'est il était là-bas avec quelqu'un, hein. Longitude 180, Voilà, j'imagine. je suis Ouais. membre, bah tu es membre aussi, je pense, de Longitude, hein. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Tout ça vient de textes encore. J'avais noté, et je sais plus d'où j'ai tiré ça, mais c'est quelque chose que tu dis, je pense, dans un documentaire. Accepter la nature de sauvage, c'est accepter en chacun de nous l'expression de sa liberté, oser la rencontre, où on revient à se rencontrer soi-même. Tu sais encore d'où ça vient, ça? Oui, Je oui, trouve ça vient de la tellement quête du chouette. sauvage. C'est la dernière phrase en fait. Ben c'est très dans l'actualité, tout simplement, par rapport à notre prise en considération justement du sauvage, des espèces de prédateurs qui reviennent parfois chez nous. Il y a des très grands débats par rapport à la présence du loup, par rapport à la présence de l'ours en France notamment. Par rapport à ça, c'est l'acceptation en fait de l'animal sauvage. Et de qui il est, justement, des interactions que l'on peut avoir. C'est très très problématique parce que ça nous renvoie bien évidemment à la place que l'on veut avoir, à la place qu'on veut laisser en fait aux animaux sauvages. Et si on commence à dévier un peu, bah simplement à nos semblables aussi, qui peuvent être différents. Voilà, donc en fait ces interactions que l'on a avec le sauvage, elles sont très en lien aussi avec les interactions que nous avons entre les différents peuples au final. La place qu'on veut laisser à l'animal sauvage dans nos régions, ça renvoie bien évidemment à comment est-ce qu'on va tolérer quelqu'un qui peut être aussi différent, qui a des cultures différentes, qui a des mœurs différentes. Donc c'est très très en lien, et ça questionne beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup encore de grincements, de choses que l'on pourrait penser inimaginables sur en fait la vision de l'écosystème dans sa globalité, sur un système pyramidal où l'homme en fait serait en haut, contrôlerait tout, dominerait tout, imposerait du coup son mode de vie et imposerait notamment des endroits où le sauvage n'a pas sa place pour que l'homme puisse faire ses activités très diverses, hein, des activités, je dirais, industrielles, des activités d'élevage, la présence du loup par exemple en montagne, et qui est tolérée dans certains endroits, qui l'est moins dans d'autres. Il y a tout ça vraiment qui est en jeu. Moi, je lis beaucoup certains auteurs là-dessus, hein, notamment il y en a un qui s'appelle Baptiste Morisot, qui parle beaucoup notamment de l'affût, de la place de l'animal, de la trace de l'animal, et puis du rapport que l'on a avec celui-ci tout simplement. Et c'est vrai que on accepte que les oiseaux volent dans nos ciels, et puis on les laisse tranquilles, mais on accepte moins que des oiseaux un peu plus prédateurs puissent potentiellement, peut-être abîmer ou déranger certaines activités. Et puis on accepte encore moins que des grands prédateurs dérangent des activités, par exemple, de pastoralisme. Encore faut-il que ces personnes-là, il ne faut pas forcément leur jeter la pierre non plus, mais soient informées, soient aidées aussi dans le maintien de leur activité pour pouvoir, par exemple, faire composer avec le loup qui revient
qui avait disparu dans les années 30 et qui revient aujourd'hui. Est-ce qu'on doit pour autant éradiquer le loup pour pouvoir continuer à avoir des brebis qui paissent dans nos montagnes? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Oui, très. Et encore une fois, moi, je suis pas là pour donner des leçons, mais juste pour interroger simplement sur cette place. Pourquoi est-ce que le loup serait toujours un mal-aimé et pourquoi est-ce que le renard est aussi un grand mal-aimé, mais pourquoi est-ce que d'autres animaux seraient tolérés, par exemple? Voilà, ça questionne beaucoup sur notre rapport au sauvage Oui. et qui est aussi sur le rapport que l'on a entre nous. Hein. Et nos jugements sur cet animal-là, c'est un gentil, celui-là, c'est un méchant. Voilà. C'est tous ces étiquettes mises à l'emporte-pièce d'après nos propres intérêts. Être champion du monde, à quoi ça sert? Donc, j'ai discuté avec un coach qui fait mon entrée de saison ici en disant, bah voilà, t'as couru 100 km, t'es le premier, bravo, ça sert à rien. Ouais, mais il est coach sportif, hein, donc il dit ça. Il dit ce qui compte, c'est ce que tu irradies, ta gentillesse, défendre une cause, bref, être utile aux autres. Ça, c'est ce qui est vraiment important. Je crois que tu es tout à fait d'accord avec ça. Alors, je suis d'accord avec ça. Effectivement, ça sert à rien dans la base. C'est d'abord se prouver quelque chose à soi-même avant. Hein. Je dirais avant d'irradier, de faire, de transmettre ou des choses comme ça. Quand on est champion du monde, au départ, c'est qu'on veut se prouver quelque chose à soi-même. Ensuite, on est aussi champion du monde parce qu'à un moment, on a souhaité aussi se mesurer aux autres. Et quelle importance, en fait, on peut avoir aussi de cette place de vouloir, en fait, faire de la compétition pour soi, pour se mesurer aux autres, pour être devant les autres, pour dominer les autres aussi, en fait. Donc, il y a toutes ces questions-là qui interrogent quand on fait de la compétition. Et effectivement, derrière, je parlerais plutôt du titre honorifique, en fait. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter effectivement une certaine reconnaissance, une certaine expertise, mais c'est pas parce qu'on est champion du monde qu'on peut tout faire derrière, je dirais. C'est pas parce qu'on est champion du monde qu'on est un excellent coach, par exemple, parce que la pédagogie, la transmission, réfléchir à s'adapter à quelqu'un, à tout ça, ça demande autre chose que simplement un titre d'excellence sportive. Mais un titre comme celui-ci peut effectivement servir à peut-être avoir une parole, en tout cas, si elle est bien distribuée, pour pouvoir dire certaines choses, si on le souhaite aussi, hein, parce que c'est pas parce qu'on est champion du monde qu'il faut à tout prix prendre la parole et dire des choses. On peut aussi avoir été champion du monde et puis derrière ne pas vouloir forcément prendre une place particulière parce que ce titre nous le permettrait. Moi, aujourd'hui, je dirais que mes titres de champion du monde me sert à avoir une petite reconnaissance qui m'aide notamment dans mes stages, qui m'aide dans mes conférences en entreprise, qui m'aide aussi personnellement dans ce que j'ai pu faire par le passé pour ce que j'entreprends encore aujourd'hui, même si c'est pas du tout dans la compétition. Donc c'est une expérience personnelle qui après appartient à chacun pour savoir comment est-ce qu'on va l'exploiter sur ce que l'on veut faire. Mais c'est sûr que ça ne donne pas le mérite d'être mieux qu'un autre, pas du tout. Évidemment, lui était un peu provoque en disant ça, mais Oui. je trouvais ça intéressant comme démarche de dire si c'est utile à personne, bon, oui, bon, d'accord, bravo, quoi, mais. Non, mais toi, au plus, ça peut permettre de faire des choses intéressantes pour sensibiliser, ou tu as fait des choses avec Akhenaton, David Beckham. Oui. C'était dans quel but exactement que tu as fait ces initiations à Alors, l'apnée? David Beckham, c'était assez simple puisque c'était en fait, il se trouve qu'on a un partenaire en commun qui sont les montres Tudor, un horloger suisse. Et en fait, ça a été une initiation en tant qu'ambassadeur aussi de la marque Tudor qu'on a réalisé. Donc, c'était plutôt du domaine de l'activation, on va dire. C'était un moment très très sympa. On a passé quelques heures ensemble pour faire cette petite vidéo, mais c'était très chouette. Il a joué le jeu dans un emploi du temps qui est très très dense pour lui et c'était vraiment un moment humain qui était très sympa. Akhenaton, c'est différent, c'est dans le cadre d'un documentaire où là, je suis sur une série, notamment sur ce documentaire-là, parce que là, on est en place pour tourner un second, qui reste un peu dans les tuyaux encore, hein, mais voilà, on est dans la démarche en tout cas. Et là, pour le coup, c'est l'initiation d'une célébrité, d'une personnalité, donc de quelque milieu que ce soit. Il se trouve que voilà, cette première, c'était un chanteur de hip-hop français, marseillais, du coup, donc c'était aussi plus facile à faire puisque moi j'habite à Marseille. Et le but de l'initiation de ces célébrités, c'est de les ouvrir, bien évidemment, à ce qu'est la plongée en apnée. Et donc, qu'est-ce qu'elle permet en termes de recentrement sur soi, de dépassement de soi, d'écoute de soi aussi, de ralentissement. Et bien évidemment, on ne s'arrête pas là.
Le but, c'est aussi de parler derrière de toute la problématique du changement global et qui menace notamment les océans. Donc, le but, c'est de donner des informations sur les lieux où l'on est. Donc là, notamment, on est à Marseille, sur ce qu'il a pu se passer, par exemple, en termes de canicule sous-marine, quels sont certains scientifiques qui œuvrent sur la connaissance ou des associations qui œuvrent dans tel secteur pour améliorer, par exemple, les conditions de rejet aquatique ou la pollution plastique ou d'autres sujets encore liés voilà, à l'amélioration ou à la préservation des écosystèmes. Donc le but, c'est de montrer aussi un certain nombre d'apporter de la connaissance et de montrer des initiatives qui fonctionnent, ou en tout cas qui tentent de fonctionner, en tout cas des gens qui se mobilisent pour modifier un petit peu le train qui est en marche, malheureusement. Le but, voilà, c'est d'avoir une série un peu là-dessus, donc d'aller toucher des personnalités différentes, des milieux différents. C'est vrai qu'on a touché le hip-hop et un certain hip-hop aussi, parce qu'on est aussi avec un cas, hein. C'est pas des rappeurs de 20 ans qui sont d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était là dans les années 90 et qui a marqué son époque et qui continue encore aujourd'hui. Donc, on touche aussi un certain nombre de publics. Et le but, c'est d'aller dans d'autres secteurs d'activité aussi. Le cinéma, l'écriture, des personnalités qui existent en tout cas, et d'aller sur ce format-là, dans des endroits différents aussi, pour mettre en avant des initiatives aussi, je dirais, percutantes. Voilà. Donc ça, c'est un documentaire, c'est une série documentaire sur laquelle je suis impliqué aujourd'hui. Voilà, donc là tu t'engages clairement. Ramassage des déchets aussi, hein, j'avais vu. Oui, avec des associations effectivement à Marseille, ouais. En faisant attention à ne pas dépolluer sans décoloniser, parce que malheureusement... c'est ça, parfois, des fois, quand on veut aussi bien faire et qu'on veut tout ramasser, on tue aussi un certain nombre d'organismes vivants. Donc, il faut laisser quand on juge que le déchet est là depuis un certain temps, qu'il est moins polluant qu'un autre type de déchet et que si on l'enlève, en fait, on va tuer tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, est-ce que ça vaut le coup par rapport à l'impact global? Donc, c'est aussi faire ça de manière raisonnée, bien évidemment. Donc ça, c'est une association à Marseille qui s'appelle Un déchet par jour. C'est vrai que j'interviens plus notamment quand il y a des ramassages sous-marins, parce que, alors je le fais aussi quand c'est du terrestre, hein, mais c'est vrai que la plus-value, elle se met là. Donc là, effectivement, je fais ces choses-là avec ce titre de champion du monde d'apnée. Donc ça sert aussi à un moment pour communiquer sur la cause, mais je mets les mains dans le cambouis comme n'importe qui. Donc quand j'arrive pour peut-être aider par rapport à l'information et à la médiatisation, mais derrière, moi j'ai même envie souvent que les interviews se fassent vite et que hop, je sois dans l'eau comme tout le monde et non pas que je sois juste là pour parader, quoi. Donc c'est important pour moi aussi d'aller dans l'action. Extra. Et sinon, je voulais te demander, est-ce que tu as une petite anecdote sympa à nous partager avec Akhenaton ou avec David Beckham? Avec Akhenaton, par exemple, ce serait rigolo de dire, après lui, ça faisait partie du jeu, mais il avait le mal de mer. Il avait le mal de mer à Akhenaton, donc, et il se trouve qu'on était sur des conditions météo qui étaient vraiment pas faciles sur ce tournage. De l'eau froide, on était sur la fin, c'est ce qu'on appelle un peu une queue de Mistral, c'est-à-dire que c'est la fin du vent, mais qui avait encore un peu des impacts sur la mer, donc de la houle, etc. Donc pas évident pour lui d'aller là-dessus, de commencer le documentaire, mais il a vraiment joué le jeu et il y est allé et il a tout gardé à l'intérieur de lui et ça s'est très bien passé. Mais il n'a pas partagé avec les poissons. Non, mais il avait le mal de mer et donc c'est pas évident de faire de l'apnée quand on a le mal de mer, mais ça s'est bien passé. Double ration de maquillage pour qu'il soit pas trop blanc. Et non, ça allait très bien. Ça allait très bien finalement. Je dirais même qu'il avait peut-être plus peur que ce qu'il a pu en fait réaliser derrière. Il était plus impressionné à se dire mais ça va pas du tout le faire là. Et en fait ça l'a fait. Parce qu'on est allé plusieurs fois à l'eau en plus, donc ça a été. Et sur ton aspect justement, ton rapport aux caméras, j'ai encore une petite question là aussi, je te laisse deviner qui c'est et après c'est tout. Je suis quand même pas restée au salon 3 jours, donc ça va, c'est la dernière question que j'ai pour toi. Attends, je cherche juste où est-ce que j'ai pu la mettre, voilà. Salut Morgane, bon alors quand est-ce qu'on se fait une petite plongée ensemble dans la baie de Villefranche ou vers chez toi dans les calanques de Marseille? C'est qui ça? Donc quelqu'un qui est à Villefranche, a priori, qui serait capable de venir chez moi, du milieu de l'apnée. Ah, c'est Greg Lecoeur, effectivement. Ouais, Greg Lecoeur.
Avec grand plaisir, hein, Greg Lecoeur qui a quand même qui a fait un travail vraiment de photographie, notamment sur le sanctuaire Pélagos, qui est incroyable, vraiment incroyable, qui est vraiment très, très Cet talentueux. album est merveilleux. Magnifique, vraiment magnifique. Et en fait, fantastique, ouais. ça nous permet de constater qu'on a vraiment une Méditerranée, en fait, qui est très, Ah, très c'est riche. superbe. C'est Ça m'a incroyable. redonné envie de C'est plonger en incroyable. Méditerranée, mais de fou, vraiment. Alors, c'est sûr que peut-être que ça se mérite, c'est-à-dire qu'il faut passer peut-être plus d'heures dans l'eau, il faut accepter de s'éloigner des côtes, parce qu'on a des côtes qui sont quand même, je dirais, très marquées par l'anthropisme, donc par la ville, par les activités portuaires, par des rejets, par tout ça. Donc, forcément, ces grands animaux et cette grande faune de la Méditerranée, elle s'est éloignée. Elle a beaucoup souffert, donc elle s'est beaucoup réduite, mais elle existe encore. Et c'est vrai qu'on a des cétacés incroyables qui sont, quand on s'éloigne de une dizaine, une quinzaine de milles de la côte, on a des choses incroyables. On a des raies Ouais. mobulas, on a des cachalots, on a des baleines, on a Mais des oui, mais je savais pas qu'il y avait globicéphales, tout on a des dauphins, ça, des on a des rorquals communs, tortues, etc. on a tout ça. Là, c'est son Alors, chouchou, hein, c'est le... les globicéphales. Oh Eh oui, oui. oui, les Et alors, globicéphales. regarde, je savais pas qu'il pouvait avoir ces attitudes un peu comme Ouais, en chandelle comme ça, c'est c'est un magnifique. cétacé, voilà, qui est très très, qui peut vraiment beaucoup interagir avec les hommes. Et Ouais. c'est vraiment magnifique. Moi, pendant des années, c'est vraiment été un animal un peu totem parce que tout noir comme ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Ouais, ça, par Mais exemple, je voilà. savais pas qu'il y avait moyen de voir ça en Méditerranée, quoi. Eh oui, Heureusement ça, ce qu'il est là sont pour nous le montrer, des hein. mobula. Ce sont Ouais, les grands, ouais. ce sont les petites cousines en fait des raies mantas qui sont Ah, c'est qui sont splendide. en Méditerranée. Elles sont un peu plus petites, mais ça peut quand même parfois faire plus de 2 mètres d'envergure. Et j'en profite pour dire que moi je suis ambassadeur de l'association Aileron, qui est à Montpellier en France et qui en fait est présente pour étudier notamment tout ce qui va être requins, raies, chimères de Méditerranée. Donc ils ont une grande campagne sur les raies mobulas, notamment en Corse. Et moi, j'interviens pour cette association pour former notamment des étudiants, puisqu'il s'adresse beaucoup à des étudiants en écologie marine, pour les former à l'apnée dans le but de faire des observations sur les raies en Corse, notamment donc les raies aigles, les raies pastenagues, les raies torpilles, tout ça. Et Excellent. ça fait depuis plusieurs années que j'interviens pour eux, que je forme des étudiants et qui participent du coup à ces campagnes d'observation de plusieurs semaines par an pour pour répertorier, faire des observations, remonter ça à des organismes de gestion, à des laboratoires aussi pour améliorer la connaissance sur ces raies et requins de Méditerranée. Et eux ont une très grosse campagne, notamment par rapport à la photo que tu montres, sur les raies mobulas en Corse. Ouais. Oui, pour l'instant, Greg a déjà exposé, je crois qu'il va réexposer sur Nice. Oui, il avait Voilà, exposé à sur l'occasion de l'année de l'océan, hein. la promenade Voilà. des Anglais, notamment. Il a fait une Voilà, très belle c'est ça. exposition. Ouais, Franchement, tout à fait. c'est intéressant de voir à cet endroit-là, on dit, regarde, C'est un peu plus un loin au travail, large, c'est un travail c'est ce qu'il y a. formidable. Et puis Ouais. c'est chez nous, quoi. C'est chez nous. Si on n'est pas à l'autre bout de la planète, on est en Méditerranée. La Méditerranée, c'est un hotspot de biodiversité qui est incroyable, incroyable. Mais Il vient de sortir son nouveau livre aussi, ça celui-là. se mérite, ça C'est se mérite en trop beau. Méditerranée. Il est Ouais, ça se magnifique. mérite. Ouais, mais ouais, c'est vrai que j'en ai appris beaucoup avec lui, hein. Il est passé sur le podcast en décembre et très 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 chouette personne. Donc ça me faisait plaisir d'aller le saluer au salon et de voir son livre. Comme tu vois, j'ai un peu craqué sur ses livres. Bah, c'est bien, c'est des beaux livres. Hein. Ah ouais. C'est En très, plus, très il m'a chouette. offert un des deux, quoi, parce que là, j'ai commencé à avoir les larmes qui montaient aux yeux à regarder ses photos. Il me dit à ce point-là, je dis bah oui, mais attends, c'est vrai que il m'a fait comprendre ce que c'est que réussir à faire passer l'émotion, parce que c'est le grand objectif de tous ces objectifs justement des photographes. Mais là, je sais pas, je l'avais jamais ressenti aussi fort. Enfin, il a une Bah, sensibilité. c'est aussi parce que c'est une mer, voilà, c'est un peu une des mers symboles de l'Europe, de notre civilisation aussi, qui est une mer, voilà, qui est très polluée, qui est très marquée par la présence de l'homme, et qui était une mer très riche, qui est bien évidemment moins riche qu'elle l'a été avant. Ça, c'est une certitude, mais qui a encore des trésors incroyables. Et là, Greg Lecoeur, sur ce travail qu'il a fait sur le sanctuaire Pélagos, c'était incroyable. On pourrait saluer aussi Laurent Balesta, qui a fait quelque chose d'incroyable quand il a fait sa campagne et son documentaire Planète Méditerranée, où grâce à des procédés de plongée à saturation, donc il est parti de Marseille, il était jusqu'à Monaco, il est revenu à Marseille. Moi, j'étais là quand il est sorti de sa capsule, notamment. Ah bon? Ouais, j'étais là, ouais, bien sûr, et qui a fait un travail incroyable sur les profondeurs, et on s'aperçoit que voilà, à 100 mètres, 120 mètres, 130 mètres de profondeur, on a des trésors qui sont incroyables. Ah, fou. Absolument, ouais.
On avait parlé, c'est un super épisode. La et ça, Méditerranée n'est pas déserte. Voilà. Non, il y a encore bien des choses à protéger et qui en valent vraiment la peine. Je vais terminer par quelques questions plus générales. Je voulais juste te demander aussi, avant de prendre les questions générales, les moments que tu préfères dans ta discipline et pourquoi? Je dirais le premier moment, l'extraction de la surface. Moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait on part de l'immobilité et sans aucun artifice, sans une palme au pied, sans le droit de se tracter le long du câble. On met en branle un peu la machine et hop, on transforme cette immobilité en mouvement simplement avec ses bras et ses jambes. Et en fait, on s'accroche littéralement sur la masse d'eau pour pouvoir en fait la prendre, la mettre derrière, en reprendre une autre et la remettre derrière pour pouvoir en fait avancer. Et d'un point de vue, moi ça me marque beaucoup parce qu'il y a vraiment ce rapport viscéral où je vais m'accrocher avec mon corps en fait sur la masse d'eau pour pouvoir me transporter. Et au fur et à mesure que le mouvement s'installe, il devient de plus en plus efficace. Et puis après, la fluidité s'installe et ça nous permet de rejoindre notamment le fameux gap où la flottabilité devient négative et ça devient de plus en plus facile. Et derrière se met en place bien évidemment le free fall, le fameux chute libre. Mais cet instant véritablement de départ dans lequel on mêle efficacité, puissance, mais en même temps mesure, parce que le but, c'est pas de se cramer, comme on pourrait dire, dès le départ. C'est vraiment un instant qui, pour moi, est très fort. Et pourtant, c'est que le début. C'est-à-dire que derrière, la plongée peut mal se passer. Ça peut être, il peut y avoir plein de choses. La compensation pourrait aussi ne pas se mettre en place, tout ça. Mais en fait, ce mouvement de départ, il est très puissant pour moi, vraiment. Je dirais pas plus que le free fall parce que le free fall c'est vraiment la descente sans rien, ces sensations de glisse sur le visage, cette absorption véritablement par la profondeur. En fait, on est complètement avalé et d'un point de vue symbolique, c'est énorme aussi. Mais vraiment cette mise en branle en fait de la machine, c'est assez fort pour moi. Ouais. Passer d'un monde à l'autre. Alors, quel est le fail qui t'a le plus appris, l'échec, la claque qui t'a... Probablement en 2015, lorsque j'échoue voilà sur le championnat du monde AIDA à Chypre. Donc j'étais champion du monde en 2013 en poids constant sans palme. Je suis potentiellement plus fort en 2015 parce que je me suis très entraîné sur la compétition préparatoire. Je réalise 90 mètres et on est, je crois qu'on est que 3 à cette époque-là à le faire. Et sur le championnat du monde, en fait, donc quelques jours après, je suis censé, me hisser sur le podium et possiblement peut-être encore sur la première place. Et j'échoue parce que dans l'organisation, un terrible accident arrive et notamment encore lui, Guillaume Néry, qui oui, c'est le fameux accident de Guillaume. aura accompagné ma carrière. L'accident de Guillaume, j'étais Jean-Paul était là d'ailleurs. Jean-Paul était là. Moi, j'étais aux premières loges parce que je coachais Guillaume sur sa descente. Et ce terrible accident qui est en fait une mégarde, hein, et donc un manque de check tout simplement, hein, de vérification de l'organisateur va engendrer possiblement derrière en fait l'arrêt de la compétition de Guillaume aussi, hein, dans sa vie, je dirais. Oui. Donc Oui. ça entraîne ça aussi. Ça entraîne bien évidemment sur le moment un accident qui aurait pu être bien plus grave que ça. Donc pour les non-initiés, c'était, je crois qu'il y a eu 10 mètres de corde en plus. 10 mètres de corde en plus, donc ça fait 20 mètres aller-retour. Donc Guillaume est descendu à 139 mètres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, personne encore en compétition, je précise, n'est descendu à 139 mètres à la monopalme. Il fait une syncope en remontant à une dizaine de mètres de profondeur. Et voilà, en fait, cet accident est dû véritablement à une erreur de l'équipe. Mais il avait eu une déchirure en plus, il avait eu un impact physique. Ah non, oui, il avait eu effectivement un bel œdème qui n'avait pas nécessité d'hospitalisation, mais en tout cas, l'arrêt de la compétition derrière sur le moment même, et puis quand même, voilà, une sacrée frayeur. Et le manque et la perte de confiance aussi avec l'organisateur derrière. Donc moi, ça m'avait beaucoup remué. On était très proches à l'époque. Et derrière, je rate ma compétition parce que je suis anéanti mentalement, en fait. Et ça m'aura servi, notamment derrière, à me projeter davantage sur
davantage ma personnalité, en fait, et arriver à faire plus abstraction des choses et des facteurs externes, je dirais. Là, au final, c'était mon ami qui était touché et on était très, très liés. Et en fait, je n'ai pas réussi, en fait, à me protéger, je dirais, de ce drame que j'ai absorbé, en fait, et qui m'a, du coup, pompé toute mon énergie d'un point de vue émotionnel et mental. Et ça s'est traduit derrière par une perte de facultés physiques, du coup, et mentales aussi, lorsque, quelques jours après, moi, je devais faire ma propre descente en poids constant sans palme. Et je dirais que derrière, ça a été une grande école sur la capacité à pouvoir se recentrer davantage sur soi, ce qui veut pas dire ne pas savoir écouter ce qui se passe à côté, tendre la main, être empathique ou quoi que ce soit. Je dirais ne pas s'enfermer dans une bulle, mais en tout cas être capable de pouvoir traiter éventuellement les informations quand c'est le bon moment. C'est-à-dire être capable de rester peut-être dans une espèce de bulle, en tenant compte quand même des facteurs extérieurs. Et s'ils doivent être traités, pouvoir les traiter lorsque ça sera le moment, notamment. Et Plus c'est pour facile à ça dire qu'à que... faire. Hein. Comment Ah, tu fais ça? complètement. Complètement, mais c'est-à-dire que derrière, c'est être capable de se conditionner mentalement pour son propre chemin, son instant présent, ses objectifs. Donc, ça implique aussi un travail sur la motivation, sur l'orientation, voilà, de ses états d'esprit, de longue haleine. Moi, j'ai travaillé avec un coach mental, du coup, là-dessus. Et c'est ce qui m'a permis derrière, sur mes 2 derniers championnats, en 2017 et en 2019, d'exceller, de finir par un dernier titre de champion du monde en 2019, donc 4 ans après, dans lequel je dirais, j'étais programmé pour en fait pouvoir réussir à avoir ce dernier titre. C'est quelque chose qui, d'un point de vue mental, je n'ai jamais vécu auparavant. Je savais en fait que j'allais être champion du monde. Je le savais à l'avance et je savais notamment que je serais seul sur le podium quand je me voyais. C'est ce qui est arrivé alors que potentiellement on aurait pu être à ex-aequo avec Alexei Molchanov. Mais j'étais véritablement formaté mentalement pour réussir quoi qu'il arrive. Et pourtant, il y avait des facteurs externes très importants. Hein. L'eau qui avait chuté, des conditions météo très compliquées, de la houle, etc. Une ambiance dans cette espèce d'arène qui existait à Nice, parce qu'on avait fait véritablement une espèce d'arène sur l'eau dans laquelle il y avait énormément de gens autour, qui était quand même très impressionnante. Mais j'étais formaté pour ça parce que j'avais été préparé mentalement pour ça. Quoi, avec de la visualisation Pas forcément avec des exercices, c'est véritablement un conditionnement grâce à des exercices particuliers qui sont pas forcément la visualisation, hein, c'est sur du long terme, en fait, sur la manière de voir ce qui est important pour nous, quelles sont les priorités que l'on donne à un cheminement, comment est-ce qu'on s'entraîne, comment est-ce que quels sont les points sur lesquels on s'accroche et d'autres qu'on va laisser. Donc ça a été beaucoup de travail fait avec ce coach mental là, qui s'appelle Fred Linker, qui est en banlieue parisienne et avec lequel je suis toujours en lien, puisqu'on intervient aussi parfois ensemble en entreprise. Donc ça, c'est sympa d'intervenir en duo aussi. Et en fait, voilà, ça a été cet accident avec Guillaume et cette période en 2015 a été aussi derrière un déclencheur d'un travail qui m'a permis d'éviter d'être absorbé dans ce qui se passe, ce qui s'était passé en 2015, et ce qui aurait pu se passer derrière sur d'autres événements. Voilà. Oui. On travaille sur la gestion émotionnelle, complètement. Excellent. Et le succès dont tu es le plus fier? Je dirais... Effectivement, moi je pense souvent à mon dernier titre, la manière dont je l'ai fait notamment, mais c'est vrai que s'il y a peut-être quelque chose qui resterait, ça serait le premier titre en collectif avec Guillaume et avec Christian Maldamé aussi en 2008, donc ça remonte bien. On n'était que simple outsider et où on s'est transcendé véritablement tous les trois, chacun avec ses points forts, chacun avec ses faiblesses aussi, et où on a réussi à se hisser sur la première marche du podium avec des coups de bluff, avec des plein de choses sur lesquelles on a fait douter nos adversaires alors que nous-mêmes on n'était vraiment pas les meilleurs, et on a réussi en fait à avoir ce titre de belle manière. Et ça a été vraiment un exploit collectif dans lequel on s'est véritablement soudés, où chacun a apporté vraiment sa pierre à l'édifice, et où au final voilà, on en est ressorti grandis tous les trois. Et ça a été une expérience collective très très forte, très très importante pour moi, pour la suite aussi, quoi. Voilà. Comment ça se passe en équipe? Ça, je ne connais pas du tout. En équipe, c'est d'ailleurs, je crois, des championnats qui n'existent plus aujourd'hui. Je crois peut-être que le dernier, ça a dû avoir lieu en
2016, je sais même pas si en 2018 d'ailleurs, je me souviens plus. Des équipes hommes, femmes, de 3 athlètes et 3 épreuves. Le poids constant avec palme, l'apnée statique et l'apnée dynamique avec palme. Les 3 athlètes font les 3 épreuves, marquent donc des points sur chaque épreuve au profit de l'équipe. Et c'est donc un peu un marathon de l'apnée parce qu'on a ces épreuves à faire qui sont quand même très différentes les unes des autres, qui impliquent du coup une préparation très, je dirais, ouverte pour pouvoir performer dans les 3. C'était dur. Moi, j'en ai fait 4 comme ça. J'ai fait 2006, 2008, 2010, 2012. C'est quand même des préparations à chaque fois qui étaient compliquées. Mais c'est une équipe qui gagne. C'est sur le bord du bassin, le reste de l'équipe qui t'encourage. Tu marques quelque chose pour ton groupe. Tu apportes ta pierre à l'édifice. Tu perds aussi si tu as des pénalités, de choses comme ça pour le groupe. Donc c'est très symbolique. Et ça a vraiment été une victoire et une épopée, je dirais, avec Christian et Guillaume, puisqu'on a fait comme ça 2006, 2008, 2010 aussi, 2012 après Christian était plus dans le staff, d'encadrement. Donc ça a vraiment été des championnats très riches où l'apnée, je dirais, collective était beaucoup plus mise en avant que l'apnée individuelle comme aujourd'hui. Voilà. Et les 3 disciplines, ça se succédait ou vous avez quand même un petit temps de récup entre les deux? Ça se succédait, Oh là je là, dirais, ouais. un jour sur 2, en fait, grosso modo. Donc, mais quand t'es pas loin de tes max à chaque fois et puis qu'il faut remettre le couvert sur une autre activité, c'était pas évident. Ouais, c'était pas évident. Au cours de ta carrière comme ça, quel est le mindset shift, le nouveau comportement ou nouvelle habitude qui a le plus amélioré et ta vie et ta compétence? Le fait d'avoir pu passer professionnel, donc sur la 2e partie de ma carrière, et d'avoir beaucoup plus de temps en fait disponible pour pouvoir m'entraîner, mais aussi récupérer, mais aussi penser différemment sur d'autres projets, préparer un peu l'après aussi. Ça a été un gap énorme parce que sur la première grosse partie de ma carrière, qui aura fait plus d'années d'ailleurs, j'étais encore salarié. Et donc, mener de front des entraînements, une vie privée, une vie professionnelle, pouvoir s'absenter pour des compétitions, mais pas tout le temps quand même, parce que un travail à respecter, une vie professionnelle, une vie privée aussi à respecter dans tout ça. Ça a été dur, ça a été des années incroyables, mais ça a été dur dans le temps, je dirais. Et le fait d'avoir passé professionnel, ça a pu me faire souffler davantage et pouvoir gérer mon temps beaucoup mieux. Ça m'a permis de m'entraîner plus, ça c'est sûr, mais ça m'a permis de mieux récupérer et ça m'a permis aussi d'avoir plus de temps aussi pour moi derrière. Donc ça m'a permis de m'installer dans la discipline, de faire des choses mieux, de pouvoir mieux me projeter, de pouvoir créer aussi d'autres projets autour. Et ça a été vraiment un point important. Je pense que si je n'avais pas eu cette possibilité de basculer dans ce professionnalisme, je dirais, grâce à des partenaires, des sponsors qui allaient m'accompagner, me permettre d'arrêter de travailler ou en tout cas de faire des activités différentes dans lesquelles j'allais encore un peu travailler, mais d'avoir quand même une grosse partie de mon temps dédié à ma pratique. Ça m'a aidé à faire encore quelques années. Je pense que sinon, j'aurais pas pu continuer et j'aurais certainement arrêté avant véritablement mes dernières compétitions. D'accord. Justement, la question d'après, c'était quel conseil pourrais-tu donner à des aspirants apnéistes? Tout dépend un peu de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de se lancer véritablement corps et âme perdus dans la compétition, essayer d'en vivre? C'est très compliqué. Quand on veut tenter de vivre de partenariats, de sponsors et d'être complètement dédié à sa pratique, on reste, même si ça a beaucoup plus progressé qu'à mon époque dans les années 2000-2010. On était vraiment qu'une petite poignée à pouvoir le prétendre, je dirais. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais on n'a pas non plus plusieurs dizaines d'athlètes qui prétendent, en tout cas en France, vivre pleinement de l'apnée grâce à des partenariats. Ça n'existe pas. On reste encore une petite niche et je dirais que ces personnes-là sont encore des privilégiés, je dirais. On a encore beaucoup de personnes qui font du haut niveau, qui s'entraînent comme elles peuvent et qui travaillent et qui se lèvent à 6 heures, qui vont travailler, qui vont s'entraîner derrière, qui reprennent à travailler. Donc, il faut vraiment les saluer. Je dirais, en fait, il faut essayer de
de mener à bien ses projets, de tenter de faire tout ce qu'on peut pour pouvoir accrocher voilà ces partenariats, mais c'est pas toujours évident. Et je dirais qu'il faut plus en fait ouvrir et diversifier un petit peu aussi ses points de vue et ses activités. Moi, j'ai beaucoup développé les conférences en entreprise, les projets parallèles aussi, comme les documentaires que je fais aujourd'hui, le fait que je sois un peu lancé dans le coaching aussi. Alors, c'est vrai que voilà, je suis retraité des compétitions, mais je fais des activités qui sont liées à mon statut de champion du monde et l'activité apnée telle que je l'ai pratiquée. Donc, j'ai réussi aussi à développer, je dirais, un écosystème autour de ma pratique. Et ça, je pense que c'est important de le faire dans nos activités, d'autant plus que c'est pas l'apnée qui va vous amener des sommes d'argent mirobolantes pour pouvoir espérer derrière de vivre confortablement. Ça n'existe pas vraiment. Chez nous, on n'est pas des footballeurs, hein, loin de là. Et donc, du coup, il faut vraiment penser en fait à créer quelque chose autour de vous qui vous permet de capitaliser un peu sur ce que vous allez pouvoir faire. Mais surtout, ça permet aussi en fait d'ouvrir son esprit et de se dire que voilà, je suis véritablement acteur aussi de mon propre chemin et je suis pas déconnecté de la réalité. Moi, je me définissais pas comme un apnéiste professionnel, je me définissais comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gérais mes partenariats seul, je gérais voilà mes entraînements, je gérais mes conférences. Alors, je pouvais aider sur certains aspects. Hein. J'ai d'ailleurs toujours des attachés de presse qui travaillent avec moi, mais j'étais véritablement acteur en fait de mon projet professionnel et donc pas un simple sportif, je dirais, qui peut être déconnecté derrière de la réalité. Voilà, donc c'est ça qui est important aussi. Quand on est acteur, je dirais, de son projet, c'est d'autant plus enrichissant. Ouais. Et le pire conseil que tu entends, qu'il faut surtout pas écouter? Le pire conseil, ouais, j'entends pas beaucoup de pires conseils. Je dirais que, alors, même si on progresse beaucoup plus vite aujourd'hui qu'à mon époque, parce que on a beaucoup plus accès aux entraînements, à des méthodes qui marchent, on a beaucoup plus la capacité de se déplacer pour voyager. Les gens aussi parfois dédient beaucoup plus de temps à leur pratique, tout ça. Même si aujourd'hui aussi de nombreux sportifs performent de plus en plus tôt. D'ailleurs, grâce à cela, grâce à l'accès à la connaissance, l'apnée reste aussi quand même un sport de maturité. Et il faut pas hésiter, voilà, à accepter de progresser lentement pour pouvoir aussi derrière mieux se connaître, être capable de se prendre en charge aussi seul quand à un moment on n'a plus d'entraîneur ou on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop où aller, avoir en fait un regard très inclusif dans ce qu'on a été capable de mettre en place pour pouvoir en fait se nourrir de toutes ces expériences-là. Et c'est vrai que oui, on va plus vite aujourd'hui on va plus profond, on dure plus longtemps aujourd'hui qu'avant, mais accepter voilà d'avoir cette patience pour pouvoir progresser et être un athlète accompli et pas simplement quelqu'un qui va suivre en fait des conseils ou des simples fiches d'entraînement, progresser certes vite, mais ne pas avoir en fait de connaissances sur ce qu'il fait vraiment. Donc accepter voilà vraiment cette lenteur, cette maturité qui va s'installer progressivement. Ça vous permettra en plus de durer un peu plus. Ouais, comme beaucoup de disciplines, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de Non, alors raccourci. on a des gens qui sont plus doués que les autres, hein, c'est vrai qu'ils vont progresser plus vite aussi. Hein. On a des personnes qui ont des prédispositions aussi qui sont intéressantes pour l'apnée, mais ça ne les empêche pas à un moment aussi malgré tout, de pouvoir s'impliquer davantage dans ce qu'ils font et de encore mieux maîtriser leur domaine. D'accord. Il y a une citation qui t'inspire ou une histoire qui te motive en général? J'ai pas spécialement de citation. Après, des histoires qui peuvent m'inspirer, ouais, j'en ai. Je pourrais en avoir. Moi, je suis très impressionné par des athlètes de d'autres sports, hein, notamment, hein, dans lesquels on voit que on n'est pas tous égaux à la base, ça c'est sûr. Que certains ont des prédispositions et qui peuvent performer très vite, et durer, et parce qu'ils ont ce petit truc en plus. Et il y a quelque chose qui est de toute façon indéniable, c'est que tout le monde travaille à haut niveau, même s'il a des prédispositions. Et par exemple, moi, un grand modèle, c'est Michael Phelps pour moi,
qui a été champion olympique déjà à 15 ans, mais qui a duré derrière énormément, qui a arrêté aussi quand il a souhaité, mais qui a été un travailleur acharné. Bien sûr qu'il avait du talent, mais le talent, ça n'amène pas tout. Le talent, il faut pouvoir l'exploiter, et ça s'exploite par le travail notamment. Et même s'il avait énormément de talent d'un point de vue métabolique, d'un point de vue génétique, d'un point de vue flexibilité dans ses articulations pour pouvoir faire des amplitudes de mouvement que d'autres ne pouvaient pas faire, bah, il peut le faire s'il s'entraînait. Je crois qu'il a passé 5 ans de sa vie à s'entraîner 7 jours sur 7. 5 ans de sa vie, d'accord, avant de basculer à 6 jours sur 7. Donc ça implique que même s'il était beaucoup plus talentueux que les autres, il a exploité ce talent en travaillant énormément. Et ça, il faut le souligner. Ça a vraiment été un exemple pour moi et une compréhension que effectivement, même si on n'est pas égaux à la base, tout le monde travaille de toute façon pour pouvoir y parvenir. Justement, le talent, ça ne mène jamais jusqu'au sommet, en tout cas, Oui. ça, c'est clair. Oui. Ouais, c'est la diffusion de Brel, on en parlait encore justement avec un coach qui, voilà, je t'ai dit, qui a ouvert la saison. C'est que oui, le talent peut être même parfois contre-productif si on n'a pas l'habitude de s'acharner, de remonter la pente quand on l'a descendue. Oui. En fait, le talent, c'est simplement en fait un domaine. Alors, il peut y en avoir plein de domaines dans la vie, dans lequel on est un peu plus doué que les autres. Mais c'est pas ça qui va amener le succès. Ça peut amener des résultats. Mais le talent, c'est pas, il faut pouvoir l'exploiter grâce au travail derrière. Et c'est pas à la portée de tous. Il y a plein de gens talentueux qui, au final, dans un domaine, mais qui ne l'exploitent pas. Mais c'est libre à chacun, en plus. On peut avoir un talent aussi, et pas vouloir l'exploiter. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Pour être sûr qu'on a parlé de tout ce qui importe pour toi. Ouais, peut-être sur des projets, effectivement, peut-être annoncer, voilà, oui, ce que c'était la je fais question après. aujourd'hui. Actualité du voilà. moment et projet futur. Ben voilà, mais c'est très bien, ça me va très bien. Allons-y là-dessus. Allons-y. De par ce que je fais aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus impliqué aussi sur des projets environnementaux et je dirais, des projets dans lesquels je vais véritablement avoir ces interactions avec le milieu. Là, par exemple, aujourd'hui, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, j'ai une mission en Norvège pour la documentation et l'étude des écosystèmes côtiers que sont les forêts de kelp, notamment ces grandes forêts de laminaires qui sont très très riches, qui sont aussi soumis bien évidemment au changement global, l'acidification, voilà, des océans, le réchauffement, le déséquilibre des espèces, ce qui vont engendrer, voilà, que certaines espèces vont se multiplier, devenir au final non plus des espèces qui prennent part à la normalisation de l'écosystème, mais vont devenir presque invasifs et vont en fait détruire l'écosystème parce que l'homme a détruit, je dirais, un équilibre entre les différentes espèces. Donc ça, c'est un très grand projet que j'ai avec Alexander Nordahl, qui est un photojournaliste à la base, qui a beaucoup travaillé dans des milieux très variés. Il a été reporter de guerre, il a été reporter aussi sur de grands médias norvégiens, mais il est passionné de plongée et d'apnée. Ça fait 30 ans qu'il documente notamment l'écosystème et le littoral norvégien. Et voilà, on s'est rapprochés, on a ce projet ensemble de lui, il m'ouvre clairement ses portes en fait et ses bras pour pouvoir étudier véritablement cet écosystème sur lequel il a commencé un travail depuis de nombreuses années et sur lequel il est devenu un spécialiste. Et donc ça, c'est un projet. Donc normalement, je dois remonter en Norvège courant avril-mai pour commencer ce travail documentaire avec lui. Et puis j'ai un autre projet sur lequel je suis du coup mandaté en tant qu'expert apnée sur une mission scientifique avec l'Observatoire marin de la Réunion. Sur une étude des différentes interactions entre l'homme et les requins, ou plutôt entre les requins et l'homme, on va dire ça comme ça. Et c'est une grande mission avec des fonds européens, notamment de recherche. Et je suis expert apnée parce que du coup, l'apnée est aussi un moyen d'étude et d'interaction avec ces animaux-là. Et c'est une mission assez importante puisqu'on va sur 4 grosses destinations que sont la Réunion, l'île Maurice, Madagascar et le Mozambique, donc dans l'océan Indien, là où les requins sont aussi réputés plus sauvages qu'ailleurs, parce qu'avec moins d'interaction avec les hommes notamment, et avec une étude des protocoles très particuliers, et sur les grandes espèces. Donc je vais nager aux côtés des bulldogs, des tigres, des requins-baleines, des requins de récif, tout ça. Donc c'est très chouette de participer à ces études-là. C'est un peu une manière de rendre un peu grâce à l'océan par rapport à tout ce qu'il m'a apporté pendant ma carrière. Voilà. Donc, je suis très content de faire aussi ces projets-là aujourd'hui, qui me nourrissent beaucoup. Ouais, bon sang, là, j'ai envie, c'est magnifique comme projet.
Parce que mieux on connaîtra, mieux on Tout protégera à fait. aussi, parce que les requins, mon Dieu, là, dans les endroits touristiques, sont tellement malvenus que parfois on les achève plutôt que d'essayer de comprendre. Ah, c'est une grosse problématique sur la Réunion, notamment, et toute problème. la crise requin qui a eu lieu entre 2011 et 2018, qui est devenue, du coup, pendant cette époque-là, le centre mondial de l'activité et de tout ce qui se passait au niveau des accidents liés aux requins. Ah oui, il y a eu beaucoup d'accidents? Ah, il y a eu énormément d'accidents pendant ces années-là, où ça a été vraiment le hotspot mondial, Ok. où il y avait le plus d'accidents, liés à plein de choses, et ça a été ça l'est encore, hein, c'est un sujet qui est très sensible là-bas encore, entre les pros, les antis. Il y a peu de gens au milieu, en fait, et du coup, c'est très violent. Oui. La première compétition de surf à La Réunion à se remettre en place a eu lieu il y a quelques semaines, Ah il n'y a oui. pas très longtemps, mais c'est pendant plus d'une décennie. Le surf en compétition était interdit à La Réunion, alors que c'était un des grands lieux du surf au monde, à cause de ces problématiques-là, qui est un problème multifactoriel. Ce serait compliqué à expliquer là sur ce podcast. D'accord, ok. Mais donc ça ne remet pas en cause le fait que le requin, bon ben voilà, si on respecte un peu son territoire et son modus vivendi, bah il n'y a pas de raison qu'il y ait des accidents. C'est toujours c'est le même comment dire le même sujet que tout à l'heure, hein, c'est notre rapport avec le sauvage et quelle place on veut lui laisser et qu'est-ce qu'on supporte dans nos activités. Et ben François Sarano le disait, on a décidé que toutes les plages étaient notre apanage, mais pourtant, je veux dire, quelqu'un qui fait du ski ou quoi, on va très bien comprendre qu'on va pas skier dans un couloir d'avalanche. Donc, Tout à fait. eh ben, il y a des équivalents en mer, il y a des territoires qu'il faut peut-être laisser tranquilles, tout simplement. Même si on avait envie de mettre un gros resort avec plein de touristes qui allaient venir à cet endroit-là, c'est à nouveau questionner le partage de la planète avec les autres espèces. Ouais. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Voilà, c'est ça qui est. Ouais. Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui souhaitent te suivre? Alors moi, j'habite à Marseille, toujours depuis l'an 2000 maintenant. Ça fait quasiment 25 ans que je suis installé ici dans le sud de la France. Donc je fais quelques stages à Marseille, j'en fais un petit peu ailleurs aussi. Je me déplace un peu également. Et puis après, moi, je suis disponible sur mon site internet, morganbourkis.com, tout simple. Et puis après, sur les réseaux sociaux, un peu plus Instagram, Morgan Bourkis, voilà, @MorganBourkis. Donc vous pouvez me contacter si vous avez des questions sur des stages, sur n'importe quoi, sur le coaching, sur mes interventions diverses, mes missions, voilà. Super. Eh bien, un énorme merci pour ton temps aujourd'hui, Morgane. Merci à toi. Grand plaisir de discuter avec toi. Je serais ravi de pouvoir réécouter voilà ce podcast et puis ça a été un plaisir. C'est toujours moi j'aime beaucoup partager, voilà, donc et je le fais très très favorablement, donc voilà. Merci. Merci à toi. J'espère que ce moment bleu vous a été agréable et si vous souhaitez le poursuivre, je vous mets le lien vers la playlist spéciale plongée de Storylific dans les notes de l'épisode. Je vous y mets également le lien vers la page de l'épisode sur storylific.com pour plus de photos et un max de ressources sur l'invité. Et bien sûr, je termine en vous demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation grâce à vos écoutes. Donc, si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux ou parlez-en autour de vous. Cela aide vraiment le projet. Un énorme merci pour vos écoutes. Vous êtes nombreux à être fidèles au rendez-vous et cela me touche énormément. Merci à mes partenaires pour leur présence à mes côtés et à bientôt. Attends, pourquoi est-ce que je suis en live stream ? Bon, moi je veux bien le faire en live stream, hein, mais c'était pas prévu. Qu'est-ce qu'on fait? On continue en live ou pas? Vraiment, on est en live sur Twitch et YouTube, comme tu le sens. Oh, ça me dérange pas. Ça veut dire qu'il n'y a plus le choix maintenant. Tout ce qui sera dit sera compté. On le garde.